On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Ça va les mecs? Ça va et toi? Yeah, c'est toi. Très bien, merci. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Le Rouge. Comment vas-tu? Comme un lundi soir d'avril. Très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? C'est très difficile. C'est difficile, hein? C'est très difficile à dire. Écoute, je conçois cette collection discographique qui s'appelle Écouter le cinéma, pour une petite maison de disques indépendante qui s'appelle Universal Music France, et dans laquelle donc on restaure et on fait vivre ou revivre la mémoire musicale du cinéma français et international. Très bien. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un film qui a marqué l'histoire du cinéma français, Les Valseuses. D'abord un roman écrit par Bertrand Blier en 72, puis un film sorti 2 ans plus tard, réalisé par ce même Bertrand Blier. Les Valseuses racontent l'histoire de 2 marginaux incarnés par Gérard Depardieu et Patrick Devers, qui vont traverser la France des années 70, armés de leur désinvolture, de leur immoralité et de leur impudeur. Ce film est considéré comme l'un des plus controversés du cinéma français pour sa vulgarité et son traitement du sexe. Toujours est-il qu'à sa sortie, ce film fit un carton, 5,7 millions d'entrées, et permis à Depardieu, Devers et Miu Miu de se faire connaître du grand public. Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et je vais commencer avec Stéphane. C'est très curieux parce que j'ai le souvenir d'avoir d'abord vu le prolongement des Valseuses qui était tenue de soirée en 86, donc j'avais 16 ans ou 15 ans, et d'avoir vu les Valseuses après tenue de soirée. Et donc je l'ai vu décalé, je l'ai vu déjà comme un film, comme vous, comme un film de patrimoine, etc. Et bon, c'est un peu égoïste de dire ça, mais j'étais très frappé par les 2 formes de musique, la musique des mots de Blier, dit par ces comédiens-là, et la musique de Grappelli, et la liberté de ton du film. Mais je pense que le fait d'avoir vu d'abord Tenue de soirée, qui devait à l'origine réunir le trio des Valseuses plus de 10 ans plus tard, a un peu faussé ma perception des Valseuses. Guillaume? Moi j'ai réfléchi à cette question évidemment. J'avais pas le souvenir de l'avoir vu en entier, figure-toi, parce que j'ai regardé. En fait, là je l'ai revu aujourd'hui donc. Il y avait complètement des scènes que je me suis dit non mais ça je l'ai jamais vu, c'est sûr. Notamment la scène avec Jeanne Moreau et comment elle. Ça je me rappelais pas du tout. Donc je pense que je l'avais pas vu et surtout comme c'est un film qui passait à la télé quand j'étais petit et c'était vraiment un film que j'avais pas le droit de rester dans le salon par contre. Oui, non. C'était pas possible. Donc moi c'était un peu ce genre de film interdit, etc. Et effectivement quand on le revoit on peut comprendre que c'est pas vraiment pour les enfants, mais voilà, c'est comme ça que je l'ai vu. Aurélien? Ouais, moi c'est pareil, je pense qu'à chaque fois que le début du film passait à la télé, les parents ils changeaient de chaîne, ils me disaient ah non pas encore ce truc. Et donc j'avais beaucoup de scènes en fait. Je pense que je l'ai vu comme toi, j'ai pas dû le voir vraiment en entier Guillaume. Je pense que je l'ai vu par sketch quoi, comme par des petites scènes. Au début je pensais que c'était un film à sketch d'ailleurs. Je voyais des scènes à chaque fois, soit avec Miu Miu, soit avec Brigitte Fossé. Je me rappelle de cette scène, elle m'a quand même beaucoup marqué. Elle est quand même très marquante. Et même quand je l'ai revu après régulièrement, je voyais ça en fait. Je voyais des scènes de trio ou comme des petites scènes de théâtre en vidéo bien sûr, mais jamais d'avoir eu la VHS, de regarder le film. C'était pas trop un classique chez moi qui revenait souvent à la télé quoi. C'était plus des bouts. Tu sais quand tu tombes dessus et après t'as je sais pas ton petit frère ou tes parents qui arrivent qui fait oh non pas encore ce truc, on change, on va pas laisser ça. Et donc t'as vu un bout d'une scène. Toi tu te dis ouais c'est quand même bien et tout, c'est quand même pas mal, ça a l'air bizarre, mais en fait ça ressemblait à aucun film que des autres acteurs qu'on avait pu voir. C'était pas vraiment un film de Depardieu. Enfin, il avait un côté un peu genre sulfureux, étrange, mais en même temps on le regardait pas vraiment. C'était juste un nom pour moi, Les Valseuses. Moi je pense que je l'ai vu au bon âge parce que je devais avoir 16-17 ans et j'ai le sentiment que c'est un peu le bon moment pour voir Les Valseuses. À l'époque j'avais mes premières expériences avec les filles. Je sortais dans Paris, je sortais de ma banlieue et j'allais dans Paris avec des amis. Il y avait ce truc comme ça, cet élan de liberté qui collait avec le film. Et il y a une scène qui m'avait marqué à l'époque, c'était la scène du bowling. Je sais pas si vous revoyez cette scène, mais Devers et enfin les personnages incarnés par Devers et Depardieu emmènent comme ça avec eux 2 femmes jouer au bowling avec la seule envie de coucher avec elles à la fin. Et il y a Depardieu qui s'énerve parce que la partie s'éternise et il dit bon, quand est-ce que vous passez à l'horizontale? Et ça, c'est aussi les mots de Blier qui passent en chanson comme ça, cette façon de parler. Et il y a Devers qui essaie de calmer Depardieu en lui disant bon, attention, calme-toi et tout. Et il dit un truc assez drôle comme on va pas rester là comme des cons avec des boules au bout des doigts de la soirée.
Et je sais pas, cette phrase m'avait marqué et c'est un truc qui m'était resté. Il y a aussi les on n'est pas bien là tout le temps. Bien sûr, Oui, décontracté du gland. Décontracté du gland, etc. Ça, c'est devenu culte. C'est culte. Ouais. Mais c'est aussi la langue, je trouve, c'est que si on se reprojette dans le contexte de l'époque, donc en 74, on découvre à quel point Blier est comme un enfant trash de Michel Audiard, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a la langue d'Audiard que le père de Blier, c'est-à-dire que Bernard avait dit si souvent dans des tas de films. Là, c'est le fils, on saute une génération, mais il y a quelque chose qui est lié aussi à la génération qui est la sienne, quelqu'un qui est secoué par la pop anglaise, par les goûts qui sont les siens, etc. À la fin des années 60, il a un début de trentaine, et forcément, il y a quelque chose de plus violent, de plus trash dans la façon de parler du monde, d'extérieur, de la sexualité, des rapports hommes-femmes, etc. Et la langue de Blier, je trouve une langue à la fois formidable par son mélange à la fois de trivialité et de poésie, quoi. Oui, parce que c'est un film qui a fait énormément polémique lorsqu'il est sorti. Ça arrive après mai 68. Qu'est-ce qui se passe quand ce film sort, Stéphane? Toute cette J'étais polémique. pas né, hein. Oui, non, mais on en a souvent parlé. Il y a quand même la moitié des critiques qui trouvent ça scandaleux, d'autres qui trouvent que justement, au contraire, c'est ingénieux, c'est nouveau, c'est frais. Moi, je trouve ça surtout très courageux d'avoir, a priori, si on lit le scénario des Valseuses, moi, j'aurais aimé être un producteur à qui on soumet le scénario des Valseuses, parce que Blier a fait une sorte de parcours du combattant avant de trouver un producteur qui dit c'est bon, je produis le film. C'est que je pense que sur le papier, sans le magnétisme de Devers et de Depardieu, je pense que les deux loupards devaient paraître assez antipathiques. Et c'est culotté de faire un film sur deux personnages auxquels il n'est pas évident que le public va s'identifier. Et quand c'est eux, quand ce sont ces deux comédiens-là, avec ces mots-là, qui en plus sont très écrits, mais qui, dit par eux, ne paraissent pas écrits, plus Miu Miu, plus tout le monde, Moreau, Fosset, Isabelle Huppert, enfin tout le monde, ça paraît fluide, logique, et c'est un coup de pied dans la fourmilière, quoi. Il y a même Junio et l'ermite qui jouent dans ce film. Mais alors, ouais, l'ermite, L'ermite, il n'a pas de réplique. Ouais, c'est ça, il n'a pas de réplique. Mais Junio a une petite réplique. On voit dans le fond. Est-ce que Les Valseuses est un film qui aurait pu, qui pourrait sortir aujourd'hui en 2021, selon toi, Stéphane? Il y a des enfants de Blier, il y a Kerverne et de l'Épine, par exemple, qui sont un peu Ouais, c'est vrai. d'une certaine façon. Oui, je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai pas de réponse à cette question. Je ne suis pas sociologue, ou pas suffisamment sociologue. Ouais, cette question a souvent été posée à Bertrand Blier. C'est une question un peu compliquée parce que il y a forcément des passages et des scènes dans ce film qui prêteraient encore plus à polémique, je pense, aujourd'hui, parce que c'est dur quand même, comme tu en parlais tout à l'heure, Guillaume. Ouais, c'est ça, et en fait, ce qui m'a marqué en le revoyant, c'est le côté, c'est des scènes sordides, mais traitées de façon légère. Il y a un peu ça, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, on est toujours dans l'entre-deux. Alors, effectivement, on se dit, c'est quand même choquant ce qu'on regarde là, tu vois. C'est dégueu. Et puis, effectivement, comme tu le dis, avec ces acteurs-là, ce bagou-là, et au final, on sait que c'est des voyous, et on n'est pas en train de se dire, putain, ils sont géniaux. On se dit, c'est des losers, mais à la fois, c'est genre des losers magnifiques un peu qui ont une sorte de... Je sais pas, c'est bizarre. Et au final, moi, je trouve que c'est un peu ce qui est déroutant dans le film, parce que tu parlais de la scène avec Bridge Fossett tout à l'heure. Ouais. C'est quand même une scène de viol. C'est une scène de viol. Mais il y a quand même ce truc où on est attaché à ces personnages-là, même après, quoi. Oui, mais c'est une scène de viol qui se termine en disant oh là là, c'est mon arrêt, je descends là. Et elle descend, et elle embrasse son militaire. Et surtout, elle accepte l'argent aussi. Elle accepte l'argent, et ça se termine ça se termine quand même où l'autre, Patrick Devers, il fait mais pourquoi je bande pas? Tu vois, il y a un truc où ça s'annule, quoi. C'est trop bizarre. C'est un peu. Effectivement, je comprends que ce soit choquant parce qu'effectivement, c'est quand même des scènes un peu lourdes, mais c'est vrai que c'est traité de façon légère. Ouais, c'est bizarre. Moi, je me souviens qu'il y a pas si longtemps que ça, je dirais il y a 3 ou 4 ans, Blier, avant le dernier film qu'il ait tourné, qui s'appelle Convoi exceptionnel, il avait essayé de monter un film, une sorte de valseuse, donc 2017, quoi, avec Grégory Gadebois et Benoît Poulvorde. Et de trouver 2 extensions contemporaines à ce qu'ont été le binôme Devers-Depardieu en 1974. Et il n'a pas réussi à trouver de financement. D'ailleurs, il y avait une sorte de valseuse au féminin aussi, également. C'était Merci la vie. Merci la vie, ouais. Alors Aurélien, je le disais en intro, Les Valseuses a été un roman avant d'être un livre. Comment ça s'est créé, toute cette aventure autour des Valseuses? En fait, déjà, il faut savoir que à cette époque-là, Bertrand Blier, il n'est pas en super amour avec le cinéma, parce qu'il a commencé très tôt, très jeune. Il était assistant réalisateur avec Georges Lautner. Il avait tout juste 17-18 ans sur des films au tout début des années 60,
qui étaient des films où en fait il accompagnait la plupart du temps son père, qui était acteur sur les films avec Georges Lautner, mais il a très vite été derrière la caméra et il aidait Georges Lautner à donner un petit côté un peu plus moderne à certaines de ses réalisations. Il en a fait 3-4 comme ça, et après il a réalisé son premier film en 1967 avec son père encore, un film un peu d'espionnage si je ne m'abuse, et je ne me rappelle plus du nom, mais je pense que vous allez m'aider. Espion. Voilà, Si j'étais un espion en 1967, d'ailleurs avec une musique de Serge Gainsbourg. Je trouvais ça assez cool. Je me suis dit que ça allait te plaire, avec Michel Coulombier aux arrangements. On est quand même sur le top niveau là. Mais autant il y a eu des bonnes critiques, il y a même des critiques qui diront, on dirait du Hitchcock à la française, ce qui est quand même assez chaud. Mais gros flop dans les salles. Donc Blier, pour sa première réalisation, il avait fait aussi un documentaire un petit peu avant sur la jeunesse justement, qui s'appelait Hitler connaît pas. Ouais. Donc il avait déjà ce côté provocateur quand même dans ses titres et dans sa façon de voir la société. Mais là, avec ce coup d'arrêt un petit peu en tant que réalisateur, il sait pas trop ce qu'il va faire, et Georges Lautner lui propose de scénariser un de ses films tout début 70, qui va sortir en 71, qui s'appelle Laisse aller, c'est une valse, avec en premier rôle principal Jean-Yann. Ça se passe très bien. Notre ami Bertrand Blier, en plus le film marche, et Bertrand pense qu'à mon avis, ça va être bon, il va être scénariste en fait. Sauf que Georges Lautner, sur le film suivant, il choisit Francis Weber pour la scénarisation et pour le scénario, et il fera aussi ça pour le film d'après. Et pour le coup, Bertrand Blier va prendre ça un peu comme une trahison. En tout cas, c'est ce que lui il dira. Georges Lautner dira, bah non, moi j'étais chaud de toujours bosser avec lui, mais je sentais qu'il y avait un truc qui se passait pas bien, et donc en fait, ça a fait une sorte de désamour du cinéma de Bertrand Blier. À ce moment-là, il s'est dit, j'ai fait réalisateur, j'ai fait assistant réalisateur, j'ai fait scénariste, bon, ça marche pas quoi. On me laisse pas de place. J'ai une idée, je vais écrire un truc et puis on verra où ça va. Et c'est là qu'il commence à écrire en fait les premières pages de ce qui va être Les Valseuses, mais qui avait comme premier nom au départ, ça sert à rien d'être gentil. Et en fait, c'était un peu son mindset, quoi, son état d'esprit à ce moment-là, c'est qu'il se disait genre comment se détacher en fait du modèle un peu du père et de tout le cinéma justement. On parlait de Michel Audiard, de tous ces mots qui étaient là, qui étaient très présents, mais lui il voulait être un peu une nouvelle génération de ça. Il avait l'impression qu'on lui laissait pas vraiment la place de devenir ça en fait. Donc il a commencé à écrire quelques pages comme ça, un peu énervé, très influencé par le polar noir en fait. Les séries noires, en fait, les polars qu'il disait, du style Jim Thompson, des trucs comme ça, qu'on peut retrouver d'ailleurs chez Godard avec À bout de souffle à peu près dans les années 60 aussi. Donc il est un peu influencé par ça, mais en même temps il veut donner un truc un peu plus provoque, et il dira qu'il était quand même très influencé par Orange Mécanique, qui sortait à peu près dans les mêmes époques, ou La Grande Bouffe aussi, de Sauté, je crois. Ouais, parce qu'en fait, les Valseuses, c'est un peu un film qui est en contrebalance avec les autres films français de l'époque. C'est un qui était assez propre finalement. Ouais. Les Valseuses, c'est un film un peu sale. Exactement. Et donc il veut un peu être dans ce côté provoque et en même temps être dans une sorte d'électrochoc de la jeunesse, et d'utiliser un peu la violence et le sexe comme dans Orange Mécanique en fait, mais d'une façon qui déconstruit un peu, où justement dans Orange Mécanique en fait les héros, bah c'est quand même des sales types qui font que des saloperies. Et à la base, il veut vraiment l'écrire comme une sorte de polar, une polar moderne, vraiment une vraie série noire avec deux voyous donc qui sont les héros, mais qui sont censés être un peu affreux, sales et méchants, et genre les pires personnalités qu'on peut retrouver, mais avec une sorte d'attraction-répulsion et ce côté très dialogue dedans. Il le fait lire un petit peu à Georges Lautner quand même, qui lui dit bah vas-y, on en fait un film, je te le prends, c'est génial. Et il dit non, je vais en faire un bouquin en fait, je veux vraiment en faire un livre. Et il décide de partir à la montagne plusieurs mois pour finir d'écrire. Et il dira à l'époque que d'avoir écrit genre une cinquantaine ou une centaine de pages, ça l'a plus fait kiffer que 5 années dans le cinéma en fait. Donc il se demande même s'il va pas devenir romancier carrément. Sauf que à ce moment-là, il y a Clouzot, le célèbre réalisateur, qui dit qu'il veut faire son dernier film. Et il demande un peu à tous les scénaristes, jeunes scénaristes, de lui proposer des idées. Et là, Blier il descend de la montagne et il va voir Clouzot, et il lui propose cette idée qu'il a déjà un peu, qui est presque montée, qui a, je sais pas, il y a au moins la moitié du livre. Et pendant une après-midi, ils discutent. Et il dit, il me présente toute son idée, Clouzot l'écoute, etc. Ça se passe bien. Sauf qu'à la fin, il lui dit, j'y crois pas à ton truc, potentiellement. Enfin, je suis pas sûr que Clouzot il parlait comme ça, mais je reconnais sa voix. Ok, super. J'y crois pas à ton truc. Pour moi, les jeunes actuels, ils sont pas comme ça. Donc, ils voyaient pas comment la jeunesse pouvait se projeter dans ce film
sachant que il trouvait que ça correspondait pas du tout à ce qui se passait dans le pays, tu vois. Donc il se prend une veste, il se dit bon, tant pis, mais il se dit quand même potentiellement il y a un projet qui peut se donner en cinéma après, donc il essaye de le vendre un peu à plein de producteurs, il essaye en tout cas de le faire lire. Le scénario, enfin en tout cas son projet de roman à ce moment-là, se balade, comme on disait tout à l'heure, chez plein de producteurs, et il y a un producteur de la Paramount qui achète les droits sans que le bouquin soit fini, en disant bon on va voir, mais en tout cas ça a l'air intéressant ton histoire, on fera un film après. Donc ça lui permet de terminer son bouquin. Le livre sort en 1972, il s'appelle Les Valseuses, c'est un succès, ça cartonne, et une semaine après la sortie du livre, il a déjà signé le fait qu'il réaliserait lui-même le film. Et donc commence son début de vrai projet. En fait, le fait d'avoir sécurisé un bouquin qui marche avec une production où il était le réalisateur et où il serait contrôle total, ça a fait qu'il était dans les bons rails pour faire absolument ce qu'il voulait. Et après, son seul truc par rapport à ce qu'il voulait mettre dans le film, c'était de prendre uniquement des acteurs inconnus. Mais est-ce que vous savez, c'est quoi la grosse différence entre le film et le bouquin ? C'est la fin, non ? Exactement, c'est la fin. À la base, il avait vraiment fait le film comme dans le bouquin, c'est-à-dire normalement à la fin, on va spoiler, mais bon, normalement à la fin, les 3 personnages principaux avaient un accident de bagnole et juste après avoir dit la dernière ligne, en fait, ils tombaient dans le ravin, ça explosait et ils étaient tous morts. Le but, c'était qu'en gros, comme ça, il y avait une sorte de morale pour dire que ces personnages étaient horribles. Et d'ailleurs, les personnages étaient beaucoup plus horribles dans le livre que dans le film. Et d'ailleurs, oui, tu allais venir. Ouais, et Vas-y. en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a tourné comme ça, ils l'ont réalisé comme ça, et il l'a présenté en fait à un distributeur américain. Je t'ai zappé une anecdote. Non, mais vas-y. Je me suis dit que ça allait encore avec le livre. Il l'a présenté à son distributeur américain qui a dit « Ok, j'achète, je veux bien le distribuer aux États-Unis sous le nom Going Distance, mais la fin, par contre, ça va pas. Les personnages, on les kiffe, en fait, donc on n'a pas envie qu'ils meurent. Donc je suis OK si on coupe la fin. » Et il a dit, bon, d'accord, il a coupé la fin, et en fait, il l'a coupé pour tout le monde en disant, ça sert à rien de faire une version américaine un peu différente. Et après, il dira plus tard dans l'interview qu'il trouvait qu'en fait, c'était une bonne idée. Et finalement, si Les Valseuses, c'est aussi bien, c'est aussi grâce aux Américains. En tout cas, au distributeur américain qui a dit que ce serait mieux avec une fin un peu plus heureuse, parce que ça rendait, en fait, sans morale, le film. Et d'ailleurs, c'est drôle que tu parles d'Orange Mécanique, parce que souvent, en interview, Blier répète que lorsqu'il pose ses caméras le matin et qu'il n'a pas vraiment d'inspiration et qu'il ne sait pas où la mettre, il dit qu'est-ce qu'il ferait Kubrick ? Où est-ce qu'il la mettrait Kubrick ? Et il s'inspire de Kubrick et il dit, moi je pompe allègrement plus que Kubrick, c'est ce que dit Blier. Ah, c'est plutôt stylé en même temps. Ouais. Vaut mieux pomper les grands. Ouais, donc c'est assez drôle. Mais c'est vrai que l'idée même des personnages qui clament à la fin du film, les personnages principaux, il va la reprendre dans Buffet froid, parce que là, tous les personnages, le trio du vraiment Depardieu, Blier, Père et Jean Carmet, est décimé dans la dernière séquence de Buffet froid. C'est fini, il reste juste le personnage de la mort, Carole Bouquet dans une barque. Oui, d'ailleurs, Blier répète souvent en interview que le cinéma c'est génial parce que ça permet de flinguer des gars en fait. Il peut tuer comme ça n'importe qui, et c'est le plaisir du cinéma. Dont son père, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Dont son père, ouais. D'ailleurs, il avait dit c'était bizarre parce que mon père il avait une horreur totale de l'eau, ouais. et comme par hasard je l'ai buté dans la flotte. Ouais. Et moi j'adore, franchement, les mots de Blier, bien sûr quand ils sont écrits, dits par ses comédiens, mais même dans la vie, quand il a des fulgurances, parce que tu parlais à l'instant de Francis Weber, qui était un peu, à un moment donné, au début des années 70, un peu un mec de la même génération, je ne pas en concurrence, les univers sont différents, mais enfin bon, n'empêche, ils sont arrivés au cinéma en même temps. Et un jour, je lui demande comme ça, je lui dis, mais est-ce que tu es resté en rapport avec Weber, vous voyez de temps en temps, etc. Puis vous avez Blier devant vous, comme ça, toujours impassible, stoïque, presque droupesque. Ouais. Il tire sur sa pipe, et puis il dit, Weber et moi, on est comme deux putes, on est sur le même trottoir, pourquoi tu voudrais qu'on se parle en plus ? Voilà, cette espèce de côté impassible et drôlatique au 4e degré, quoi. D'ailleurs, par rapport à ce que tu as raconté, Aurélien, il y a un parallèle à faire avec Piala, parce que Blier a écrit un roman éponyme, c'est devenu un succès, le film est devenu un succès, c'est ce qui s'est passé avec Piala pour Nous ne vieillirons pas ensemble, c'est un peu ce qui s'est passé. Alors,
Avec Stéphane Le Rouge, on se connaît depuis peu. On s'est eu pour la première fois au téléphone il y a quelques mois. Et cette discussion, qui était censée durer 5-10 minutes, a finalement duré plus d'1 heure, puisque parler de cinéma avec lui est passionnant. Au cours de sa carrière, il a eu le privilège de travailler et de rencontrer de grands noms du cinéma. Du coup, Stéphane, on va mettre en place quelque chose. On va écouter quelques titres et je vais t'inviter à rebondir dessus. Premier extrait. Il s'agit là du générique de fin des Valseuses, film qui nous intéresse aujourd'hui, thème composé par Stéphane Grappelli. Alors pourquoi Bertrand Blier a choisi Grappelli ? Tu as pu rencontrer Blier, il t'a confié qu'à la base, il avait proposé le job à Serge Gainsbourg, qui a refusé, et l'objet de son refus est assez surprenant. Gainsbourg a été choqué par les Valseuses. Faut le faire pour choquer Gainsbourg quand même. Oui, c'est vrai. Comment s'est passée cette rencontre avec Blier quand vous avez parlé de Stéphane Grappelli, et pourquoi Stéphane Grappelli ? D'abord, moi j'étais sûrement comme vous quand vous allez le rencontrer, j'espère un jour. C'est toujours intimidant de se retrouver devant quelqu'un qui fait partie de l'histoire du cinéma français. En plus, en fait, il a une vraie sympathie, il a une vraie drôlerie, mais il faut juste un peu franchir, casser un peu la glace au départ. Donc voilà, donc je l'ai longuement interrogé sur la musique. Blier a fait partie peut-être des cinéastes les plus couverts et représentés dans la collection, dans Écouter le cinéma, notamment pour ce disque qui réunissait à la fois Les Valseuses et Calmos, le film d'après. On a également réédité les musiques de Gainsbourg, justement, pour Blier. On a fait aussi la musique de Beau-Père. Et c'est vrai que, bon, voilà, moi, j'étais frappé par cette musique qui, quelque part, vous parliez tous les deux de Kubrick à l'instant, est un dérivé de Kubrick. Parce que je pense que Blier était très marqué dans Orange Mécanique, Clockwork Orange, par les séquences d'hyper-violence ou de violence hyper réaliste, avec, en contrepoint, l'idée d'avoir Chantons sous la pluie, chanté par Gene Kelly. Il se disait, mais finalement, je pourrais pas mettre dans la musique quelque chose qui soit aussi violent que ce que je montre à l'écran. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose qui, par effet de contraste, va multiplier la violence par 13. Et il s'est dit, moi, dans Les Valseuses, je veux ça. Donc, il demande à Gainsbourg de faire la musique en lui disant, je veux le son un peu désuet de ce violon jazz qui vient de loin, qui vient des années 30, 40. Donc, Gainsbourg va refuser. Blier ne saura jamais vraiment si c'est parce que vraiment le film le choque réellement. Ça paraît un peu étrange, aussi parce qu'on lui donne ce cahier des charges. Il faut Grappelli. Gainsbourg n'avait peut-être pas envie de travailler Grappelli, c'est pas sa came. Et donc, du coup, c'est Grappelli lui-même qui va écrire la musique. Et Blier le dit, je peux que paraphraser ce qu'il dit lui-même, mais je pense qu'on le ressent tous ici autour de cette table, c'est que cette musique qui paraît vraiment presque désuète, quoi. Elle met vraiment un contrepoint, elle met une tendresse à ces deux types. Et si justement on les trouve finalement relativement sympathiques malgré les actes qu'ils commettent, c'est justement parce qu'il y a cette, comme il le dit Blier, il y a cette tendresse, il y a ce violon qui leur aménage ce coin de ciel bleu. Et d'ailleurs, il faut savoir que les acteurs en figure de proue, Devers et Depardieu, étaient très inquiets par rapport à la musique, parce que eux, ce qu'ils imaginaient pour ce film, c'était un truc avec une guitare électrique, un truc un peu vénère comme ça. Et ils disaient, ton jazz, c'est ringard, en fait, ça va pas marcher. Et Blier disait, si, vous verrez, ça va fonctionner. Et après, ils ont trouvé qu'effectivement, ça fonctionnait à fond. Mais ça aurait été un pléonasme, comme je sais pas comment vous le ressentez, parce qu'on avait mis un rock vraiment sûr. binaire sur eux. Ils sont déjà en colère. Pourquoi est-ce que la musique devrait être en colère ? Elle doit être un état supplémentaire. Blier a dit une chose très intéressante durant l'entretien que tu as mené avec lui. Il a dit, de film en film, il faut toujours changer de compositeur, surtout si la dernière expérience en date a été enthousiasmante, car la suivante ne pourra jamais l'être autant. Pourtant, on a pléthore d'exemples de réalisateurs qui travaillent presque exclusivement avec le même compositeur. T'en penses quoi, toi, de ça ? J'en pense, il y a pas de on peut pas en tirer une leçon, une expérience qui serait valable pour tout le monde. Blier parle de son cas personnel. Il y a des tas d'exemples de grandes collaborations qui se sont étalées sur des années. Je crois que les Recordman, c'est Lelouch et son compositeur Francis Lay. Ils ont travaillé ensemble pendant 52 ans, quoi. Ce qui est absolument 23, 24, 25 films, je m'en souviens plus exactement. Le Grand Demi, bien sûr. Curieusement, Morricone et Sergio Leone, on les mythifie, mais en fait, c'est que 6 films. Ce qui est beaucoup et peu à la fois, et puis avec un climax qui était une fois en Amérique. Non, et puis il y a des cinéastes qui ont vraiment travaillé en faisant des zigzags, en changeant de compositeur, parce qu'ils changeaient eux-mêmes de sujet et qu'ils avaient envie de se mettre en danger à chaque fois. Et bon, Blier, lui, par exemple, ce qu'il a raté avec Gainsbourg sur Les Valseuses, il s'est rattrapé puisque Gainsbourg a fait la musique de Tenue de soirée. Et là, en une seconde, il a dit « Oui, évidemment, je le fais ». Il n'a pas voulu laisser passer l'occasion une seconde fois. Deuxième extrait.
Ennio Morricone, formidable thème tiré du Clan des Siciliens, immense film de Henri Verneuil avec Gabin, Ventura et Delon. Alors Ennio Morricone, on ne le présente plus, un des plus grands compositeurs de l'histoire du cinéma. Il était une fois dans l'Ouest, Le Bon, la Brute et le Truand, Les 8 salopards de Tarantino, mais aussi des films français. Je mentionnais Le Clan des Siciliens, mais il y a également Le Professionnel de Georges Lautner, par exemple. Toi, Stéphane, tu as eu la chance de le rencontrer, Ennio Morricone, et en plus, tu l'as rencontré chez lui en Italie. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment? Parce que moi, je connais l'histoire, mais je l'ai trouvé incroyable. Moi, Morricone me fascine. Et puis, voilà, c'est une sorte de. Même Tarantino, la première fois qu'il l'a rencontré, il a avoué être un tout petit peu réfrigéré, quoi, parce que c'est une légende vivante. C'est un mec qui est devenu très jeune, d'ailleurs, une légende vivante. C'est quasiment au moment du Bon, la Brute et le Truand. Donc, il a 38 ans, quoi. Il est encore relativement jeune. Et voilà, non, j'ai rencontré Morricone à plusieurs reprises et il est venu faire son concert d'adieu à Paris en fin 2018. Et la veille du concert, on a réussi à monter à la Cinémathèque une rencontre avec lui et que j'ai co-animé avec Frédéric Bonneau. C'était pas facile parce qu'on avait vraiment 1h15, fallait pas déborder d'une minute, sinon il risquait de se lever et de s'arracher. Et donc, dans les coulisses de la Cinémathèque, je lui ai donné le coffret que je venais de faire sur Michel Legrand. Un coffret de 20 CD, il a regardé le coffret, il m'a dit « Mais pourquoi vous ne faites pas la même chose sur moi ?» Je lui ai dit « Mais Ennio, quand vous voulez, etc. » Donc, j'ai commencé à construire le coffret, puis je suis allé le voir chez lui à Rome, c'était en avril, c'était il y a quasiment 2 ans, jour pour jour, aujourd'hui. Et quand je suis arrivé chez lui, il n'était pas là. On m'avait dit surtout un retard d'1 minute, il peut d'un seul coup complètement imploser, etc. Donc, je suis arrivé chez lui, il n'était pas là, etc. Et en fait, sa secrétaire est arrivée, il était parti à la banque. Tout simplement parce que sa banquière l'avait appelé la veille en lui disant « Écoutez, on a eu un arriéré sur la dernière répartition de la SACEM italienne. Donc, il avait eu un virement un arriéré de 380 000 euros sur son compte courant. Et donc, il était parti à sa banque simplement pour placer l'argent, pour pas avoir une journée d'intérêt perdu. Et donc, finalement, on est monté avec l'assistante dans l'appartement de Morricone. Son fils nous a ouvert la porte et on a attendu Morricone chez lui, mais sans Morricone. Et tu te retrouves dans son bureau comme ça. Et c'est très, très étrange, quoi. Et moi, la secrétaire dit, écoutez, je vais aller, tu sais, elle me dit, ça capte mal ici, il n'y a pas, parce que moi, Morricone bossait encore par fax, quoi. Et donc, elle m'a dit, écoute, je vais aller au niveau de la loge du concierge, parce que là, au moins, je peux me connecter. Elle est descendue avec son portable, et je me suis retrouvé tout seul chez Morricone. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Si je vais chouraver un original de Mission, ou du Bon, la Brute et le Truand, etc., après, je peux m'acheter 3 appartements. Non, c'était très émouvant. Et surtout, ce qui m'a le plus défenestré, c'était que il avait à ce moment-là décidé de prendre cette distance avec le cinéma. Il avait des grosses propositions. Il y avait Iñárritu qui voulait absolument bosser avec lui. Il avait dit non à tout. C'était quand même vraiment, il sentait qu'il avait dépassé les 90 ans. Vraiment, le temps rétrécissait. Vous savez, le syndrome du sablier. On prend conscience que ce qu'il y a là-haut est évidemment infiniment inférieur à ce qu'il y a en bas. Et donc, il voulait plus faire de concerts, plus de faire de films. Et donc, j'étais chez lui, avec lui. Le temps s'écoulait et à aucun moment il y avait une attachée de presse ou quelqu'un qui le speed en lui disant là on peut pas parce qu'il y en a. Et alors je lui disais mais je voudrais pas abuser de votre temps. Il me disait écoutez, vous êtes venu me voir de Paris à Rome pour ce coffret, allez-y, on en profite, on prend tout le temps qu'il faut. Voilà, donc j'ai passé ces 6 heures chez lui et ultime impression très étrange. 6 heures chez lui. 6 heures chez Morricone face à lui, sans vraiment au calme. Et à un moment donné, on avait tout éclusé. Et puis il m'a raccompagné jusqu'à l'ascenseur. Il avait l'ascenseur qui arrivait directement, vous savez, dans son appart. Je lui dis, écoutez, Ennio, voilà, si j'ai des questions, je vous rappelle. Il dit, oui, bien sûr. Il m'a dit, écoutez, j'ai hâte de voir l'objet terminé, etc. Il avait un petit signe comme ça, il claquait des doigts, comme ça, il a fait ce petit signe, la porte s'est refermée. J'étais en lévitation et je me suis dit, en même temps, un sentiment qui plus profond, qui venait contrebalancer ça. Je me suis dit, mais c'est peut-être aussi la dernière fois que je le voyais, quoi. Et malheureusement, le coffret est sorti donc en décembre 2019. Et Morricone est mort en juillet 2020 et je ne l'ai jamais revu. Quand on sort d'un tel entretien, on doit voler dans la rue après, quoi. On est sur une autre planète. Surtout quand on connaît la légende de Morricone, il y avait un camarade de Libé qui s'appelle Guillaume Thion, qui avait fait un très bon papier qui s'appelait Maestro Furioso, où il racontait comment Morricone, finalement, l'avait foutu dehors de chez lui en disant « Mais vos questions sont complètement connes, sortez ». Tout comme, par exemple, si tout de suite on le branchait sur Sergio Leone,
il ne supportait pas l'idée, il fallait lui parler d'autre Et chose. ça, tu le savais en amont ou... Oui. D'accord. Il y avait un mode d'emploi, quoi. C'est-à-dire qu'il avait tellement assez qu'on le réduise vraiment à cette parenthèse magique qu'il a vécue avec Léon, cette fraternité, qu'il fallait d'abord le laisser, lui, le premier, prononcer le nom de Léon ou parler d'Il était une fois dans l'Ouest ou du Bon la Brute ou d'Il était une fois en Amérique. Mais surtout, il ne fallait jamais s'aventurer sur ce territoire-là, le premier. Alors, T'imagines, t'arrives, tu dis alors, il était une fois en Amérique. non. Là, c'est fini, là. C'est une chance de merde. Ni lui dire, alors cette pub pour Royal Canin avec le professionnel. Alors tout à l'heure, tu parlais de fax. Hein. J'ai appris une histoire assez drôle récemment parce qu'il y a des séries d'entretiens entre James Cameron et Steven Spielberg. Et durant cet entretien-là, Spielberg a raconté une anecdote que je trouvais savoureuse. En gros, Spielberg a toujours été un fan fini de Hitchcock et de Kubrick. Et même s'il n'a pas eu la chance de rencontrer Hitchcock, il a eu la chance de rencontrer Kubrick et même de travailler un peu avec lui parce qu'ils ont partagé des notes ensemble. Kubrick s'est un peu entiché de Spielberg. Et Spielberg allait comme ça à Londres parce que Kubrick avait la phobie de l'avion. Et lorsqu'ils se voyaient, Kubrick lui partageait des conseils, lui donnait des notes, tout ça. Et un jour, Kubrick appelle Spielberg et lui dit « Bon, écoute, j'aimerais partager avec toi plus de notes, plus de conseils. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter une machine à fax. » Et Spielberg dit « Bon, ok, très bien, comme ça, je pourrais t'envoyer toutes mes notes comme ça instantanément, ça va être génial. » Et il dit à Spielberg « Par contre, je veux que la machine à fax soit dans ta chambre. » Et Spielberg dit « Pourquoi ?» et tout. « Non, parce que j'ai pas envie d'envoyer mes notes et que ça traîne partout, que ce soit dans le bureau et que des gens tombent dessus et prennent mes notes. C'est quand même assez sérieux ce que je t'envoie, donc je veux que ce soit dans ta chambre parce que la chambre, c'est l'endroit où personne ne va, sauf les propriétaires de la maison. » Et Spielberg dit « Bon, ok. » Et Kubrick, il fait « Non, pas ok, je veux que tu me le promettes. » Et Spielberg dit « Bon, ok, je te promets, je t'en fais la promesse. » Donc Spielberg met la machine à fax dans sa chambre, sauf qu'une machine à fax, pour ceux qui ont connu les machines à fax, ça fait un bruit épouvantable en permanence. C'est des oui comme ça tout le temps, toutes les 5 minutes. Et à cette époque-là, et encore aujourd'hui, Spielberg était en couple avec Kate Capshaw, qui joue dans Indiana Jones 2, et qui lui a dit au bout d'une nuit, écoute, en fait, c'est Kubrick ou moi, en fait. Donc ça va se régler comme ça. Donc ta machine à fax, tu la fous ailleurs, j'en ai rien à foutre en fait. Et le lendemain, Spielberg a mis la machine à fax dans le bureau et il l'a jamais dit à Kubrick. Et je trouvais cette anecdote assez amusante. On va enchaîner sur le 3e extrait. Lalo Schifrin, magnifique thème dans Luc la main froide, et mythique compositeur. On lui doit d'abord Mission Impossible, Starsky et Hutch, mais aussi et surtout les compositions de Bullitt, L'Inspecteur Harry ou encore Amityville, qui est pour moi la musique de film d'horreur la plus effrayante que j'ai entendue dans ma vie. Lalo Schifrin, Stéphane, tu as eu l'occasion de le rencontrer également, et vous avez évoqué ensemble son travail sur un film français, Les Félins de René Clément, pratiquement sa toute première composition pour le cinéma. Oui, c'est vrai. Oui. En fait, Schifrin est très francophile, et il y a une sorte un peu de triangle, c'est-à-dire qu'il est argentin, et avant de faire carrière, de réussir à Los Angeles, il est passé par la France puisqu'il était étudiant au Conservatoire de Paris. Donc il parle français comme ça, avec un accent quand même très très prononcé. Tu le fais bien. Oui, j'essaye de le faire. Mais je me souviens d'ailleurs, c'était assez ahurissant. On avait fait une conférence ensemble au Festival de Cannes il y a des années que j'animais, et je lui avais dit, mais tu parles dans la langue, si tu veux parler en espagnol ou en anglais, quand je suis en France, je parle la française. Bon, d'accord. Bon, et tout ça, il y avait des traducteurs en cabine, etc. On commence, et forcément, Lalo venait d'arriver de Los Angeles, donc il était un peu décalqué, et il commence à dire, je dis Lalo, on va voir un extrait tout de suite, le générique début de Bullitt. Il fait, oui, le générique début, c'est très important, parce que la première fois que j'ai vu Bullitt, je voulais dire que j'étais très, comment dire en français, alors j'essaye de l'aider, je dis, je suis pas surpris. C'est pas surpris, j'étais très heureux. Non, c'est pas heureux. Non, la première fois que j'ai vu Bullitt, j'étais très... Et puis là, je lui ai dit, écoutez, on va peut-être voir l'extrait, puis oui, d'accord, on voit l'extrait, etc. Puis après, il embraye, etc. Il fait une ovation, il se met au piano à la fin, il joue le thème de Mission Impossible, la salle est en lévitation. Et puis, brusquement, il stoppe les applaudissements, il fait « Ah, le mot que je cherchais tout à l'heure quand j'ai vu pour la première fois le montage de Bullitt, j'étais très content. Voilà ce que je voulais dire. » Je me suis dit, putain, mais 1 heure pour arriver à l'adjectif content. Et cet homme, il a une humanité, il a une malice, il a un humour, il a un sens de la dérision des êtres et des choses. Vraiment, c'est le grand-père idéal qu'on aimerait tous avoir. Et il a fait quelque chose de magique, je trouve, c'est qu'il a combiné, comme Michel Legrand aussi ou Quincy Jones d'une autre façon, mais
il a combiné toutes les différentes cultures qu'il avait en lui. C'est-à-dire qu'il a un goût pour la musique symphonique, mais il a un goût pour le jazz moderne, pour la pop. Tout ça, il les a combinés. Et quand vous écoutez, voilà, Bullitt ou Dirty Harry, tout est là, quoi. Et c'est avec un sens de la dramaturgie. Et son premier film est un film français. Effectivement, c'est Les Cléments, où brusquement, il s'est retrouvé 10 ans après la fin de ses études au Conservatoire de Paris, en France. Et il voit ce film, ce polar franco-américain, parce qu'il y a Jane Fonda tourné en double langue. Et il a écrit un générique qui est absolument ahurissant et qui, pour lui, contient tout ce qu'il va faire après, justement, dans les films notamment de Don Siegel. Et il disait toujours, cette phrase magnifique, il a dit, si on devait comparer ma carrière à une maison, Les Félins en est les fondations. Pas mal. Très bien. 4e extrait. On vient d'entendre le fameux thème de James Bond, l'occasion de parler de cet autre grand compositeur qui est John Barry. Et James Bond donc, mais aussi Danse avec les loups, Out of Africa et même Howard the Duck, on en parlait au téléphone, voilà. Comme quoi il est très polyvalent. Ça, John Barry, c'est une rencontre qui t'a marqué, Stéphane? Bah ouais, parce que ce sont des grandes figures de l'enfance, quoi. Malheureusement, quand j'ai commencé à voir des James Bond, c'était déjà la fin de l'époque Roger Moore, donc c'était A View to a Kill, qui est un film étrange. Je sais plus qui avait écrit. C'est un film qui défie les lois de la gravité sans échapper à celle de la pesanteur. La pesanteur en un mot. Et voilà, et j'adorais, moi, enfant. C'était un souvenir vraiment de voir ça sur TF1 le samedi après-midi, Amicalement Vôtre, avec ce générique incroyable, avec le cymbalum et les images de Curtis et de Moore, enfants qui grandissent, etc. Voilà, et John Barry était quelqu'un qui avait une double fracture. C'est-à-dire qu'il a vu, juste avant Danse avec les loups, à la fin des années 80, il a vu une grave maladie, une rupture d'ésophage en buvant une boisson énergétique. Et en fait, qui était remplie d'acide. Donc, il lui a transpercé l'ésophage. Sa femme l'a sauvé à temps, l'a amené aux urgences. Et ça a été, quand vous le voyez d'ailleurs physiquement, c'est un homme qui passe d'une fin de cinquantaine à brusquement, on a l'impression qu'il a 75 ans, quoi. Il a pris 20 ans d'un seul coup. Il revient au cinéma avec Danse avec les loups, notamment, avec aussi un film dont j'ai oublié le titre, avec Stallone et Sharon Stone, le professeur. L'expert, c'est ça, ouais. Et il s'est éloigné d'Hollywood et il a commencé à écrire des albums personnels, un peu automnaux. Enfin, il y a quelque chose dans son inspiration. On sort de la veine pop légère, bulle de champagne, justement des années 60. Il voulait plus faire de Bond, d'ailleurs, si ça correspondait plus à ses préoccupations, alors qu'on lui offrait un pont d'or pour les faire. Il a accepté de faire un des Brosnan, le 2e ou 3e. Et quand on lui a dit, les mecs de la MGM lui ont dit, d'accord, mais vous ne faites pas la chanson, c'est nous qui nous en occupons. Et qu'il a essayé de dire, attendez, j'ai fait les plus grands tubes de toute la série avec les chansons des génériques. La chanson, elle est dans le générique, mais elle doit revenir après dans la partition, dans ce qu'il appelle le score. Il avait devant lui des mecs avec 2 trous à la place des yeux qui ne comprenaient pas. Donc, il a laissé tomber Bond volontairement, vraiment, presque comme un acte militant. Et je suis, grâce à sa fille, qui est morte aujourd'hui, Kate Barry, qui était la fille qu'il a vue avec Jane Birkin. Elle a été une sorte un peu d'ambassadrice pour m'amener à son père, donc que j'ai rencontré donc près de New York, dans une grande maison près de l'eau comme ça, dans le Long Island. Et voilà, j'ai des souvenirs là aussi un peu mélancoliques parce que c'était un monsieur avec une vraie profondeur. C'était quelqu'un qui était né en Angleterre, dans le Yorkshire, qui avait rêvé, fantasmé des États-Unis avant de faire à travers le cinéma, parce que son père était propriétaire d'une chaîne de cinéma à travers le Yorkshire. Donc il a passé son enfance en voyant des films, quoi. Et c'était très émouvant. Je disais, vous savez, vous, John, les chocs que vous avez eus en voyant des dessins animés de Disney à l'âge de 4 ans, moi, je les ai eus en voyant Amicalement Vôtre à 3 ou 4 ans à la télévision, quoi. Et voilà. Et donc, on a réédité dans Écouter le cinéma, notamment un album très beau qui s'appelle Americans, qui est un album à la première personne qu'il a fait en 1976, où il a voulu arrêter le cinéma à l'époque. Il en avait marre, il saturait un tout petit peu. Il avait pensé qu'il avait fait trop de mauvais films. Et il avait pris la décision d'enregistrer un album pour lui tout seul, en se disant, je vais raconter ma découverte subjective des États-Unis. Donc, les États-Unis à travers les yeux d'un Anglais né dans le Yorkshire. C'est-à-dire, moi, né à York, Old York, découvrant New York. Et voilà. Et donc, on a ressorti cet album et il m'a dit cette très belle phrase qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, c'était mon premier album à la première personne, sans metteur en scène. Pour la première fois, au lieu d'être projeté sur un écran, les images venaient du fond de moi-même. Stylé. Trop beau. Oh, la classe. Ouais. Là, je suis sur une seule phrase comme ça dans ma vie. Franchement, je suis content. Ah, si tu l'as déjà dit, je suis certain. Bon,
John Barry et Monty Norman se sont disputés la paternité du thème mythique de James Bond. Il y a toute une histoire autour de ça. Ouais. J'étais pas au procès, mais ça a chauffé un tout petit peu. Parce qu'en gros, l'histoire, c'est que Monty Norman dit qu'il est l'inventeur de ce thème, James Bond, et John Barry pense que ça lui appartient un peu parce que c'est lui qui l'a réarrangé, qui a un peu recomposé un peu le morceau. Donc aujourd'hui, même au niveau des ayants droit, c'était un peu le flou, un peu juridique, comme ça, on savait pas à qui était ce fameux thème mythique de James Bond. Par contre, en ce qui concerne les autres thèmes, là, c'est John Barry, il n'y a pas de doute. Ouais. Mais c'est vrai que la procédure, j'ai vu un compte rendu de la procédure, alors c'est très, très, très... C'est chloroformant à lire parce que c'est juste des avocats qui se parlent. John Barry qui prend la parole, Monty Norman qui prend la parole, etc. John Barry, effectivement, ayant réarrangé le thème avec son groupe de John Barry 7, ayant eu l'idée de donner le thème à la guitare, ayant inventé la montée-descente chromatique sur 3 notes derrière. C'est vrai que John Barry, quand dans les films suivants, on lui demandait de reprendre le thème, forcément, il était obligé de partager avec un mec les droits d'auteur, même pour une citation à l'intérieur d'un morceau original, il était obligé de partager avec Monty Norman. Donc il s'est dit que finalement, il allait essayer de faire valoir ses droits. Et malheureusement, ça ne s'est pas terminé dans le bon sens pour lui, puisque le jugement a persisté à attribuer la paternité du thème à Monty Norman. 5e extrait. Magnifique, un des plus grands compositeurs de l'histoire, et il est français, Michel Legrand. On vient d'écouter un thème issu du film La piscine de Jacques Deray avec Romy Schneider et Alain Delon. Michel Legrand, on le connaît pour Les Parapluies de Cherbourg, l'affaire Thomas Crown, Atlantic City de Louis Malle, Bande à part de Godard, et même le générique de l'émission Faites entrer l'accusé. C'est assez incroyable, ça. C'est le messager de Joseph Lozère. Ouais, c'est ça. 3 Oscars en tout pour Michel Legrand, compositeur avec qui tu t'es encore une fois entretenu, Stéphane. Ça évoque quoi pour toi, Michel Legrand? Alors, Michel Legrand, c'est différent parce que Morricone, il est italien, c'est pas quelqu'un chez qui vous pouviez débouler comme ça à l'improviste. John Barry, pareil, il y a une différence de génération, une langue aussi, tout simplement. Alors que Michel Legrand était presque pour moi, mais comme Tavernier ou Pierre Richard, presque un père de substitution, quoi. Et donc effectivement, j'ai beaucoup réédité ces bandes originales, dont Thomas Crown, Les Demi, évidemment. J'avais été très marqué aussi enfant par la musique de Podane, justement, par le côté, la volonté de Demi de dire Legrand amène de la pop dans quelque chose qui est un conte de fées. Donc, une espèce de mariage d'alchimie étrange entre la musique baroque, une grande fugue, et en même temps des rythmes plus modernes qui entrent dans tout ça. Et donc voilà, donc j'ai adoré Legrand, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. C'est un personnage très, très paradoxal. C'était le génie de tous les contraires. Quelqu'un de très doux, avec beaucoup de bonne humeur, et qui en même temps pouvait imploser et piquer des colères, mais vraiment à faire passer De Funès pour Droupy, quoi. C'était assez étrange. Et il a même eu des collaborations qui ont implosé ou explosé en plein vol, tout simplement parce que voilà, il s'est frité avec les metteurs en scène. Et voilà. Et donc, on a fait beaucoup de disques, beaucoup de coffrets. Et puis, j'ai coécrit avec lui son livre de souvenirs qui s'appelle J'ai le regret de vous dire oui, qui est un très, très beau moment parce que Legrand, ce compositeur triplement oscarisé, qui a comme travaillé avec bien sûr Demi, Godard, mais aussi donc Norman Jewison, avec Orson Welles à 2 reprises, aimait aussi les situations d'échec. Et dans le livre 10 qu'on a fait pour les 20 ans d'écouter le cinéma, on a gardé cette partie-là. Il raconte toutes les fois où ça n'a pas marché, où ça a implosé, où il s'est frité avec les metteurs en scène, où les metteurs en scène n'ont pas compris ce qu'il avait voulu écrire, notamment sur le dernier film de Steve McQueen, qui s'appelle The Hunter, de Buzz Kulick, ou sur un très beau film de Richard Lester, qui s'appelle La Rose et la Flèche, avec Sean Connery en Robin des Bois vieillissant, où il a écrit une musique qu'il estime être sa plus belle musique. Et Richard Lester disait non, c'est trop moderne, on voit plus les personnages. Et la musique était foutue intégralement à la poubelle. Et c'est John Barry qui l'a remplacé, quoi. Et puis le Cercle Rouge de Melville aussi. Il a écrit toute la musique et complètement foutu à la poubelle, quoi. 6e extrait. Une de mes idoles, le compositeur américain Howard Shore. On vient d'entendre sa composition pour le film La Mouche de Cronenberg, mais Howard Shore, c'est également le compositeur qui est derrière After Hours, Le Silence des Agneaux, Madame Doubtfire, Philadelphia, Seven, Le Seigneur des Anneaux ou encore Les Infiltrés. Un compositeur que je trouve brillant parce que tout terrain, capable de produire des sons très sombres comme pour Le Silence des Agneaux,
par exemple, mais aussi des compositions plus enjouées et enfantines, comme pour Big de Penny Marshall, un des compositeurs préférés de Cronenberg et Martin Scorsese. Ça devait être fascinant de pouvoir discuter de tout ça avec Howard Shore. Ouais. Alors, curieusement, Shore s'est fait d'ailleurs par une rencontre aussi au Festival de Cannes, puisque en 2007 ou 2008, j'ai animé une rencontre avec lui et Cronenberg. Je ne les connaissais ni l'un ni l'autre, mais ils étaient à Paris parce qu'ils préparaient la version scénique, l'adaptation scénique de La Mouche au Théâtre du Châtelet. Ce qui était un pari fou, parce que comment arriver à ce que la magie du cinéma permet. Ça a eu lieu, ça? Ça a eu lieu, ouais. Ouais. The Fly en 2008, un truc comme ça, ouais. Et avec une musique de Shore, en plus différente de la musique du film, quoi. Et donc voilà, j'étais très ému, surtout peut-être plus impressionné encore, peut-être plus par Cronenberg que par Shore. Et il y a un truc qui m'a absolument ahuri, c'est que tous les deux ensemble étaient des copains de lycée. Donc ils n'arrêtaient pas de se chambrer en parlant d'une mob que l'un aurait chouravé à l'autre, d'une fille au sujet de laquelle ils avaient eu un gros problème tous les deux, etc. Et c'était marrant de voir ces deux hommes qui, à l'époque, ils avaient déjà une 60aine d'années, quoi, de les voir tout le temps liés par ce lien qui vient vraiment d'un même territoire de la vie, qui est la jeunesse et les années de lycée à Toronto, quoi. Voilà. Et donc, Shore, on s'est régulièrement vus. Il a très gentiment témoigné sur un gros coffret qu'on avait fait sur un grand compositeur français qui s'appelait Georges Delerue, qu'il avait connu par Mike Nichols dans les années 80. Et puis voilà, et quand à chaque fois il est venu à Paris, à chaque fois qu'il vient à Paris, on se voit, on parle, et hommage à la Cinémathèque française et concert à Playa il y a 2 ans, qu'on a accompagné par un double CD. Et c'est assez émouvant parce qu'on se dit, mais après tout, il y a des tas de maisons de disques aux États-Unis, mais c'est nous, chez Universal, on était les premiers à tenter de faire une compression des 40 ans de carrière de Shore dans ce double CD. Et c'était passionnant à faire par la multiplicité des collaborations qu'il avait, et très compliqué parce que tout appartient à des majors différentes, à Warner, à Paramount, à MGM, et il faut arriver à mettre tout le monde d'accord. Et ça a été un chemin de croix, mais on y est arrivé. Ouais, puis surtout, il a cette capacité, Howard Shore, à s'adapter aux films qu'on lui soumet, parce que récemment, j'ai revu Crash de Cronenberg, et le son devient métallique. Ouais. Il y a ce truc comme ça avec Howard Shore où il s'adapte vraiment, et j'en parlais avec Big juste avant. Il arrive à mettre une mélancolie et quelque chose de très enfantin dans ses compositions. C'est assez impressionnant. Ouais, il adore qu'on lui parle des films dont on ne lui parle jamais. Ouais. C'est-à-dire qu'il a une image, mais comme beaucoup de compositeurs, son image extérieure, son image dite de marque, ne correspond pas vraiment à la palette de ses capacités. Et alors, bien sûr, il adore qu'on lui parle de Crash, du quartet de guitare, parce qu'il trouvait que le son des guitares, le son métallique, était une correspondance aux images avec ces magmas, ces entrelacs à la fois de chair et de métal, c'est-à-dire que le métal des bagnoles, quoi, l'acier. Mais en même temps, quand on lui parle, par exemple, de Big, il adore ça, parce que c'est un film qu'il a adoré faire. Il y a une part d'enfance, c'est un homme qui adore rire, alors qu'il peut paraître réfrigérant au premier abord. Et qu'on lui parle de Big ou qu'on lui parle de Mrs. Doubtfire, ça l'amuse beaucoup, parce que c'est d'autres versants de sa personnalité. Et moi, j'avais un film avec une partition que j'aimais beaucoup, une partition très mélancolique et introspective, et en même temps avec une forme de légèreté, un film un peu oublié aujourd'hui de Robert Benton qui s'appelle Nobody's Fool. Je crois que ça s'appelle Un homme presque parfait avec Paul Newman, un film de 94, un truc. Et je lui dis, mais est-ce que ça t'embête? Si, il dit, non, j'adore cette partition et j'adore tout ce qui peut me permettre de casser mon image de compositeur de Cronenberg et de compositeur du Seigneur des Anneaux. Oui, parce que finalement, de tout ce que tu nous racontes tout à l'heure, on a le sentiment que les compositeurs aiment qu'on leur parle de films qui sont un peu des films pas oubliés, mais des films dont on n'a pas vraiment l'habitude de parler avec eux. Bien sûr, ouais. Et enfin, 7e et dernier extrait. J'ai choisi un dernier, cette composition que je trouve bouleversante de Philippe Sard pour le film L'Horloger de Saint-Paul, film réalisé par Bertrand Tavernier qui nous a hélas quitté très récemment. Si j'ai voulu terminer par ce titre, c'est parce que Stéphane, tu as eu l'honneur de travailler avec lui sur son film documentaire Voyage à travers le cinéma français. C'était comment de travailler avec Bertrand Tavernier? Parce que c'est vraiment là, on parle d'un érudit du cinéma. Tavernier dit Tatav a été, j'ai encore du mal à réaliser qu'il est parti, parce que il y avait un rituel un rituel de projection chez lui. Dans son salon, dans le quartier de l'Opéra, il avait installé un écran, un projecteur, et notamment pendant la préparation de ce documentaire. Mais
il voyait des films. C'est-à-dire, il y avait des nuits, des soirées qui étaient des marathons de films. Comme ça, on arrivait à 19h, on partait à 3h du matin. Et encore à 3h du matin, il disait « Oui, alors, là, il y a Joe Dante qui m'a renvoyé un Blu-ray d'un film de John Ford des débuts de la carrière. » Sa femme lui disait « Mais enfin, tu sais, il est comme 3h du mat, on est un peu claqué. »« Non, non, on y va, là !» Et alors, si vous partiez, vous étiez après excommunié, vous étiez radié du ciné-club, quoi. Donc, ça m'a fasciné, quoi, parce que de voir chez cet homme qui approchait des 80 ans et de voir une passion, une flamme, mais toujours intacte, quoi, une envie. Il voyait tous les films qui sortaient. C'est-à-dire qu'il les voyait en salle, ou il allait sur les plateformes, où il recevait les recevait en Blu-ray ou en DVD. Enfin, moi, je pense que, je sais pas, j'ai l'impression qu'au bout d'un certain âge, il y a une forme de lassitude ou un détachement qui finit par arriver. Lui, la flamme, elle a toujours été là. J'étais fasciné, voilà, par cette curiosité, toujours en éveil. Et passer ses heures avec lui, à discuter, à lui demander aussi comment il avait vécu la sortie de tel film, quel rapport il avait avec tel metteur en scène. C'était passionnant. Les mails sur lesquels vous mettez en copie, parce que justement, il avait un club d'amis comme ça, à travers, à une échelle planétaire, dont Joe Dante, justement, qui était un de ses proches. Et ils étaient là, ils avaient des discussions vraiment, mais incroyables. Je me souviens de Joe Dante lui disant que Joe Dante a chez lui un projecteur 16 mm. Donc, il est à la pointe de l'arrière-garde. Et il a un projecteur 16 mm, mais avec une lampe au xénon. Donc, la lampe au xénon, on ne la fabrique plus. Donc, une fois que sa lampe sera cramée, et son projecteur sera vraiment, il pourra le balancer, quoi. Il ne sera plus utile. Et donc, Joe Dante avait une collection de films 16, et il dit, moi, j'ai envie de les voir avec de la péloche, j'ai envie de les voir avec des artefacts, avec les collures, avec les rayures de ces copies qui ont circulé dans tous les ciné-clubs des États-Unis. Et donc, Joe Dante disait à Tavernier, tu sais, maintenant, je regarde, parce qu'il avait un compteur, il mesurait ce qui restait comme temps dans la lampe, il disait, j'ai encore 36 heures de projection avec ma lampe au xénon. Donc, quels sont les films de ma vie que j'ai encore envie de voir pour vraiment rentabiliser au maximum ces 36 heures avec cette lampe, quoi. Voilà les discussions de Tata et de Joe Dante. Et c'était passionnant, quoi. Et parler de ce temps-là à l'imparfait, moi, me rend un peu triste parce que je pense au rire, à l'humour de Tavernier. Je pense à quand je l'aidais pour la partie musicale de son documentaire. Donc, il se gaufrait, mais donc plein de films. Alors, parfois, c'était vraiment des films impossibles. Moi, j'avais vraiment du mal à tenir. Je me souviens d'un nanar qui s'appelait Soleil Noir, un film français de Denis de la Patelière en 67, et qui raconte au début l'histoire, c'est une fille qui perd son père. Donc, la fille est jouée par Michel Mercier, l'actrice d'Angélique. Et donc, il y a un rendez-vous chez le notaire. Elle est là avec son jeune frère. Et là, le notaire dit, ah oui, écoutez, mais excusez-moi, votre père a eu un autre fils. Donc, vous avez un demi-frère. Il est en Afrique. Il faut aller le chercher. Là, on pourra clore la succession. Et en fait, il y a le jeune frère qui est là, il a 20 ans, et il est joué par Patrick Balkany. Ok. Qui a 20 ans, qui est comédien, et Balkany dit « Mais moi, je m'en fous de mon demi-frère, j'ai jamais rencontré, tout ce que je veux, c'est palper le fric de papa. » Alors là, Tavernier dit « Génial, dans mon doc, je vais faire un module, un segment, un chapitre sur Balkany au cinéma. » Je dis « Écoute, Bertrand, mais oui, il a joué. Il a joué dans plusieurs films, dans 3-4 films. Il a 20 ans, il est très mauvais d'ailleurs. Je crois qu'il était meilleur acteur quand il était maire de Levallois et député que quand il était comédien. Mais voilà, ça, c'est souvenirs de déconnade et de cinéphilie ultime partagée avec Bertrand. Déjà, voilà, Si là, tu devais conseiller un film à des gens qui n'ont jamais vu de film de Tavernier, tu choisirais lequel ? Tavernier n'a jamais fait de film de commande, il n'a jamais fait de film pour l'argent, il s'est appliqué à tout le temps. Chaque nouveau film devait être différent du précédent. Moi, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup Le Coup de Torchon, j'aime beaucoup Tour de minuit, et le film avec Tommy Lee Jones aussi. Ouais. Oui, parce qu'il a exercé aux États-Unis. Bien sûr, ouais. In the Electric Mist, dans la brume électrique, avec John Goodman, absolument impérial. D'ailleurs, pour ceux qui aiment écouter des réalisateurs parler, discuter, partager des anecdotes, il y a une série d'entretiens qui est sortie il n'y a pas longtemps. C'est avec Lecomte, Tavernier et Blier, justement. Et c'est fascinant. Moi, j'ai vu ça c'était sur MyCanal. Mais en gros, le concept est assez simple. On donne une citation issue d'un réalisateur à ces trois réalisateurs-là, et ils doivent rebondir dessus. Et on les entend parler de leur carrière comme ça pendant à peu près 2-3 heures, et c'est incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez vu ici, mais c'est vraiment fascinant à écouter. Ouais, il disait d'ailleurs, Bertrand avait un truc très très juste. Je trouvais que beaucoup de metteurs en scène, presque un conseil, presque un commandement que beaucoup de metteurs en scène devraient tenir compte. Il disait qu'un metteur en scène ne gagnait jamais à être entouré de collaborateurs de création qui étaient systématiquement d'accord avec lui.
Il pensait que comme en politique, il fallait un pouvoir, il fallait un contre-pouvoir. Et il pensait que les scénaristes ou les co-scénaristes ou le chef opérateur, le compositeur, le monteur devaient aussi apporter des flux contraires, devaient dire à un metteur en scène « Ouais, là c'est pas mal, mais moi à ta place je le ferai pas comme ça, etc. » Après, le metteur en scène décidait à l'arrivée, c'était quand même lui le patron du film. Mais que quelqu'un qui est entouré juste de gens serviles ou de béni oui-oui, etc., de gens qui s'aplatissent, de yes men, ça marche jamais. Il dit, il faut vraiment, on s'enrichit, parce que Bertrand disait, mais j'ai quelque chose un peu de vampirique, c'est-à-dire j'écoute ce que me dit mon chef opérateur, me donne une idée, qui parfois sera peut-être meilleure sur la lumière que l'idée que moi j'avais a priori. Parfois je vais la prendre, parfois pas la prendre, mais voilà, c'était ça, quoi. Et je trouve il y a vraiment de grandeur dans ça. Alors là, on a mentionné plusieurs rencontres. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont marqué parce que écouter le cinéma, finalement, ça regroupe plusieurs albums, plusieurs rencontres. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui t'ont marqué, des rencontres avec des compositeurs ? Moi, je pense à des rencontres que j'aurais aimé faire. Je pense, c'est horrible, hein, mais parce qu'on a fait quasiment 180, presque 200 albums. Et je suis ravi de des gens que j'ai pu rencontrer, des compositeurs, des cinéastes. Je pense à ceux que j'aurais ratés, par exemple. Bien sûr, il y a des regrets, quoi. Au début de la collection, on avait réédité la musique du film de Franklin Schaffner, qui s'appelle Papillon, avec Steve McQueen, Dustin Hoffman. Musique de Jerry Goldsmith, qui était un immense compositeur. Moi, j'ai une passion pour la musique de Chinatown ou d'Alien. Et Jerry Goldsmith était malade, était en traitement. Il était très attaché à cette partition, qui était pour lui l'Everest avec la planète des singes de sa collaboration avec Franklin Schaffner. Et malheureusement, il a dit oui, non, j'ai pas assez insisté. J'ai pas pu le rencontrer, l'interviewer, et l'album est sorti sans lui, et il est mort peu de temps après. Voilà, ça a été un vrai regret. Non, j'ai pas de. Je suis vraiment heureux d'avoir pu, mais comme vous, quand vous avez rencontré des cinéastes ou des comédiens qui vous fascinent, je suis heureux à travers cette collection d'avoir pu assouvir des rêves d'enfance et rencontrer des créateurs dont les noms me faisaient rêver, sans même avoir pu imaginer un jour que je pourrais les rencontrer et parfois même devenir ami avec eux. Alors, tu te concentres essentiellement sur la musique de film. Est-ce que tu as le souvenir comme ça? Qu'est-ce qui t'a fait aimer la musique de film? Souvenir d'enfance comme ça, un jour où tu t'es dit, OK, il y a quelque chose de différent en fait. Je pense que c'est la frustration d'un monde qu'aujourd'hui qu'on ne peut plus imaginer, qui était un monde d'avant l'arrivée de la vidéo et juste d'avant, parce que quand j'avais, 6-7 ans, même la VHS n'existait pas, quoi. Donc, comment prolonger? Le net n'existait pas. Aujourd'hui, on a tout en un clic. Et donc, moi, mon truc, c'était d'avoir un petit magnéto à cassette et de me dire que la musique était le moyen de prolonger le plaisir du film. Et voilà. Et donc, de coller le magnéto à cassette contre le haut-parleur du poste de télé et ensuite de pouvoir réécouter, prolonger les films ou les séries par la musique. Créer un son, évidemment, de grande qualité. Et non, d'ailleurs, j'ai apporté plusieurs de ces cassettes, mais je ne sais pas si on a les lecteurs dans le studio. Mais non, et j'ai dit, j'étais très ému, alors que Spielberg aurait pu être mon père, mais Spielberg a vécu ça, lui, en voyant ado Lawrence d'Arabie à Cincinnati, et il disait, mais voilà, j'aurais voulu passer mon temps à comprendre comment Lean avait découpé son film, le montage, la narration. Il dit, mais je ne pouvais pas, à moins d'aller retourner en salle ou de m'installer, de camper dans la salle de cinéma. Et donc, il disait, la seule solution, c'était le 33 tours dans la bande originale, de l'écouter, et puis de fermer les yeux, et sur la musique, d'imaginer mentalement le découpage de David Lean, quoi. Et j'ai trouvé ça absolument éclairant, quoi. Et, parce que finalement, à l'époque, tout le monde vivait de cette façon-là. La musique était le seul moyen de prolonger le plaisir du film après le film. Merci d'avoir partagé toutes ces histoires avec nous. Alors, Guillaume, dans les valseuses, parce qu'on va revenir aux valseuses, on assiste à la naissance d'un duo qui par la suite deviendra mythique, Depardieu, Devers. Et des duos mythiques dans l'histoire du cinéma français, il y en a eu pas mal. Exact. Et c'est très bizarre de passer après tout ce qui vient de se passer parce que j'aurais pu écouter ça pendant des heures. À l'instar de Depardieu et Devers, ils sont nombreux les duos iconiques du cinéma français et commençons déjà par un autre duo avec Depardieu, j'ai nommé évidemment le tandem Depardieu-Pierre Richard qui se retrouve dans 3 films de Francis Weber, La Chèvre en 81, Les Compères en 83 et Le Fugitif en 86. Duo sous forme d'opposition classique où Depardieu doit faire équipe avec un Pierre Richard maladroit et candide et qui est à l'origine de leur péripétie. C'est à partir du film Les Compères que Weber va donner le nom bien connu de François Pignon à Pierre Richard, nom qui a été donné pour la première fois à l'écran à Jacques Brel dans L'Emmerdeur en 73 et qui sera ensuite donné à 7 autres acteurs à travers la filmographie de Francis Weber. Donc bien évidemment mon préféré, Jacques Villeray, le dîner de con, en 98 en tandem avec Thierry Lhermitte. Jacques Villeray, qui aux côtés de Lino Ventura, devait jouer à la base dans La Chèvre. Mais, il devait faire Lino Ventura et Jacques Villeray. Incroyable. Mais Lino Ventura, il a décliné, ne voulant pas jouer avec Jacques Villeray.
Il a finalement accepté pour jouer avec Pierre Richard et finalement, il s'est retiré encore pour dire « J'ai un peu peur de lui, je veux pas le faire ». Du coup, il l'a pas fait. Lino Ventura qui donnera ensuite la réplique à Patrick Devers dans Adieu poulet, pour revenir aux valseuses en 1975, un duo jeune flic, vieux flic. Mais on peut difficilement évoquer Lino Ventura sans évoquer Jean Gabin, avec qui il aura une amitié indéfectible et partagera 6 fois l'affiche. Il se rencontre sur Touchez pas au Grisby de Jacques Becker en 1954. Premier pas à l'écran de Lino Ventura, qui était un ancien lutteur et organisateur de combats, et déjà grand admirateur de Monsieur Gabin, comme il l'appelait. Anecdote tabzienne qui suit. Il insiste auprès de l'équipe réticente pour aller le saluer dans sa loge le premier jour de tournage. Il va frapper à la porte de la star de l'époque et lui lance un simple « Ça va ?» Il répond « Ça va. » À tout à l'heure sur le plateau ? Oui. C'est la seule conversation, un accueil très simple qui met en confiance Lino Ventura et qui sera déterminant pour sa carrière puisqu'il déclarera « Je suis sorti de sa loge en me disant que finalement j'allais le faire leur cinéma, mais si Jean ne m'avait pas reçu comme il l'a fait, s'il ne m'avait pas dit ce qu'il a dit, alors qu'il a rien dit, je me serais tiré séance tenante et on ne m'aurait plus jamais revu. Merci Jean Gabin, du coup. Jean Gabin qui donnera aussi la réplique à un Belmondo de tout juste 31 ans dans un de mes films favoris, Un singe en hiver, d'Henri Verneuil en 1962, où le vieux Gabin, ancien combattant, tient un hôtel dans lequel débarque un jour un mystérieux Belmondo surnommé l'Espagnol, et les deux hommes se prennent d'affection, partageant leur désespoir, leurs rêves et leur amour de la bouteille. Je vous conseille ce film, évidemment, 100 fois pour ceux qui l'ont pas vu. On peut difficilement évoquer les grands tandems d'acteurs au cinéma sans évoquer le duo de Funès-Bourvil, inoubliable dans La Grande Vadrouille, La Traversée de Paris ou encore Le Cornio. Philippe Noiret et Thierry Lhermitte dans Les Ripoux de Claude Zidi, tandem qui fonctionne tellement bien, qui donne lieu à 3 autres films. Et un jeu de société. Et un jeu de société, les ripoux. Moi, je veux trop jouer à ça, là. Et l'entrée dans le dictionnaire du terme ripou. Ah ouais, c'est vrai. Et bœuf carotte, ça existait déjà, ça, comme expression ou pas ? Les bœufs Les bœufs carottes, je crois bien, ouais. C'est pas bœuf carotte, ça, c'est les Brigade ripoux, criminelle. Non, c'est les autres, c'est ceux d'en face. C'est les méchants. D'accord. Les ripoux. D'accord, très bien. Et tout comme Jean Reno et Christian Clavier, évidemment, dans la série de films Les Visiteurs de Jean-Marie Poiret, ou encore Opération Cornet Beef en 91, ou L'Enquête Corse en 2003. Christian Clavier qui créera bien évidemment un autre duo mythique en reprenant le rôle d'Astérix avec Gérard Depardieu en Obélix. Mais du côté des actrices, on pourrait aussi citer des tandems tout aussi cultes comme Vera Clouseau et Simone Signoret dans Les Diaboliques en 65, ou Deux femmes salies pour tuer le mari de l'une qui est l'amant de l'autre. Brigitte Bardot et Jeanne Moreau dans Viva Maria de Louis Malle en 1965, dernier film de Louis Malle avec Jeanne Moreau après Les Amants et Ascenseur pour l'échafaud. Et Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac dans Les Demoiselles de Rochefort en 67, ou plus récemment, la collaboration fusionnelle de Léla Becti et Géraldine Nakache. Bah oui. Oui, c'est vrai. Pour terminer cette chronique, je vous propose un jeu. Ah. Alors, c'est un petit jeu. Je vais vous donner des duos d'acteurs, et à vous de me dire s'ils se sont donné la réplique. Ok. D'accord. Pas mal. Est-ce qu'ils ont déjà joué ensemble? Est-ce qu'ils ont déjà joué ensemble? Qu'est-ce qu'on gagne exactement? On gagne, jamais rien. on gagne une compilation. Non, pas du tout. On gagne un coffret à Michel Legrand. D'ailleurs, tout à l'heure, je sais pas si tu l'as dit, mais on parlait de Depardieu Clavier et aussi les Anges Gardiens. Ouais, ah ouais, je l'ai pas dit. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai, ouais. Les Anges Gardiens. Je sais que Jean-Marie Poiret adore écouter ce podcast. Il faut que tu corriges parce qu'il va être assez vexé. Désolé. Désolé, Jean-Marie. Ok, Les on Anges commence avec Gardiens, j'allais partir sur une anecdote assez sombre. Parfois, il y a des films comme ça qui nous évoquent quelque chose et qui nous rappellent un souvenir. On fait une association comme ça, et quand j'étais enfant, les Anges Gardiens, c'est sorti quoi, en 96. 96, voilà, je devais avoir 13 ans, 12-13 ans, un truc comme ça. Ouais. Et les Anges Gardiens passaient pour la première fois sur TF1. Je regarde les Anges Gardiens, et d'un coup, comme ça, on entend crier dehors, mais des cris assez marqués, assez marquants. Et là, ma mère va voir ce qui se passe, et en fait, c'était le voisin qui revenait d'un footing, et qui est tombé comme ça, reine mort, devant la maison. Ouais, enfin, tu rigoles, mais oui. Je rigole pas. Je rigole pas, mais l'anecdote est dure. Oui, en fait, oui. T'as cru que j'allais faire une anecdote drôle, c'est pas une anecdote drôle du tout. Non, c'est triste. Et du coup, il est mort d'une crise cardiaque, et il faisait son footing comme ça, il était jeune. Il a raté le film, du coup. Ben oui, voilà. Tu vois, toi aussi, t'as envie de rigoler. Pas du tout. Non, et du coup, maintenant, à chaque fois que je regarde les Anges Gardiens, je pense à ça, c'est terrible. Voilà, c'est la fin de cette anecdote qui était pas si folle. Si, Mais- moi, En tout cas, il nous en dit beaucoup sur le film. Mais ça, voilà, c'est une anecdote sur le film. en Moi, tout cas. je trouve qu'il y a quand même un truc encore plus tragique dans Les Anges Gardiens, et je le dis tout le temps à Jean-Marie Poiret, c'est que Jean-Marie Poiret, il avait un acteur fétiche dans tous ses films, et qui n'est pas dans Les Anges Gardiens, c'est un génie, un effet spécial à lui tout seul, qui est Jacques François. Ce grand acteur, ça, chauve, avec des lunettes carrées, qui joue le pharmacien à la fin du Père Noël est une ordure. Ah oui. Ah oui, ça me dit quelque chose. Un type comme ça, et qui est un génie absolu comme ça, et qui double aussi, enfin je le dis, ça n'a aucun intérêt, qui est la voix française face à Jean-Louis Trintignant
Dans Shining, il joue le barman qui renverse du scotch sur Trintignant. Et d'ailleurs, c'est Kubrick lui-même qui a choisi Trintignant pour Shining, en voix, en doublage. Et bien sûr, après ces anecdotes, je vous propose des duos d'acteurs. À vous de me dire s'ils se sont donné la réplique. Je fais appel à votre cinéphilie, mais je vous fais confiance. C'est assez facile normalement. Jean Reno et Michael Youn. J'ai envie de dire oui. Ouais. J'ai envie de dire oui. Tu dis oui? Non? Oui. Ouais, si, ça existe, ça. Ah, Je te fais des pièges. Hein. Non, j'ai envie de dire oui. Ça existe, ça, Jean Reno et Michael Youn? Le coursier ou je sais pas quoi. Récemment. Est-ce qu'on aurait le film peut-être? Non, on n'a pas le film. Le film, c'est Comme un chef. Ah bah voilà. Un film autour de la cuisine de Daniel Cohen en 2012. Ah ouais. J'enchaîne avec un autre duo, Jean Rochefort et Eddie Mitchell. Évidemment. Oui. Évidemment, mais je ne l'ai pas vu. Frankenstein 90 d'Alain Gessua. Alors, joli. Alors, est-ce que tu bien peux sûr. nous parler de ce film? Alors, à chaque fois qu'on en parle à Eddie Mitchell, il a honte. Ah ouais. Ah ouais. Il dit non, je le regarderai à la limite en passant l'aspirateur. Et toi, t'en penses quoi de ce film? Il est bien? Je l'ai vu à l'époque, j'avais 12 ans, c'est un souvenir assez embrumé. C'est une sorte de parodie de Frankenstein, c'est ça? Ouais, comme le titre l'indique. Tiens. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, en parlant de Jean Rochefort, justement, tout à l'heure, je mentionnais cette série d'entretiens avec Lecomte, Tavernier et Blier. Et durant cet entretien-là, Lecomte raconte une histoire que j'ai trouvée assez folle. En gros, donc Lecomte, on connaît, c'est les bronzés quand même c'est quand même le maître des comédies en France. Et son premier film, c'est avec Jean Rochefort, donc en acteur principal. Comme ça, il y a également Coluche dedans. Et Lecomte, il débute. Alors forcément, il est un peu maladroit, il est un peu hésitant, il est un peu timide. Et ça se passe pas très bien avec Jean Rochefort, qui est assez dur avec lui. Et au milieu de la production, Jean Rochefort s'énerve et dit « Bon, ce jeune réalisateur, en gros, c'est de la merde. Maintenant, c'est moi qui vais faire le film et c'est moi qui vais décider. » Alors, Lecomte, il est un peu comme ça, un peu traumatisé, quoi. Il sait pas vraiment quoi faire, quoi dire. Il a pas vraiment les épaules. Alors, il se met sur un côté comme ça. Et puis, il observe Jean Rochefort donner des ordres, dire la caméra, on la met ici, on continue comme ça. Et ça devient Jean Rochefort, le réalisateur du film. Il pique comme ça le premier film à Lecomte. Le lendemain, ça se passe un peu de la même façon. Il y a Lecomte qui est dans un coin, il s'assit sur une chaise comme ça, il regarde. Et là, il y a le preneur son qui a un peu de la peine pour Lecomte et qui va le voir et qui lui dit « Mais attends, tu te rends pas compte, c'est ton premier film, là, il faut que tu te rebelles, il faut que tu te réveilles, il faut que tu ailles le voir et que tu lui dises « C'est mon film, sinon tu vas le regretter toute ta vie. » Et il arrive à rebooster comme ça Lecomte. Et Lecomte se lève, va voir Rochefort et il lui fait « Écoute mon coco, toi t'es un acteur, donc tu vas te mettre là-bas et c'est mon film, c'est moi qui décide. » Alors finalement, Lecomte reprend les choses en main, termine son film. Il l'appelait Mon Coco? Ouais, je pense que c'est un peu l'ambiance. Okay. Et finalement, il arrive à terminer le film. Et à l'avant-première, le film se termine. Il est là, comme ça, dans la salle avec Rochefort. Et Rochefort va voir Lecomte et lui dit « Bon, finalement, il est pas si mal ton film. » Et puis, ça s'est terminé comme ça. Puis après, ils ont rejoué ensemble. 10 ans après. 10 ans après. Ouais, mais Lecomte disait « Si je ne m'étais pas levé à ce moment-là, je n'aurais pas été réalisateur, en fait. Dans ma tête, j'allais faire un autre métier. Et puis voilà, terminé. » Comme quoi, ça se joue vraiment à rien. Guillaume, je te laisse continuer. Eh ben, j'enchaîne avec un duo Depardieu, Gilles Lelouch. Depardieu, Gilles Lelouch. Ouais. Ouais, pourquoi pas? Ça me surprend pas, non? Oui. La réponse est non. Ah oui. Zut. Tu vas donner des idées à tous les producteurs qui nous écoutent. En fait, c'était un piège parce que comme Gilles Lelouch reprend Obélix bientôt. Ouais, il y a de ça. Il y avait un truc. Il y a un truc Okay. comme ça. Jean-Paul Belmondo, Samina Seri. Ah oui. Oui. J'ai envie de dire, oui, j'ai envie de suivre. L'aîné des fers chauds pour la télévision. Oh là, il est fort! Oui, mais j'étais sûr. Ah, il est très très fort! C'est pour ça. Non, ouais. L'aîné des fers chauds en téléfilm. En téléfilm en plus. Téléfilm, ouais. Bien joué. Oh, bravo, très C'était fort. bien? C'était un bon téléfilm? J'hésite entre dire ce que je pense et rester poli. Il va gagner ses propres CD en fait. Ça, c'est bien. Attention, José Garcia, Jean-Pierre Mariel. Alors attends, José Garcia, Jean-Pierre Mariel. Oui, le film sur les joueurs de foot. Les seigneurs. Ah, les seigneurs. Les seigneurs. Ouais. Bien joué. Olivier Dahan, tout de même. Ouais. Exact. Les Seigneurs en 2012. Seigneurs. Très bien joué, bravo. C'est un des derniers films de Mariel. Je crois que d'ailleurs le dernier film de Mariel, c'est celui sur les voisins là, avec Clavier. J'ai oublié le titre. C'est le La film fête de des Patrice. voisins, non? C'est pas ça Non, c'est le film. Oula. Je pense que la dernière apparition de Marielle au cinéma, c'est le film de Patrice Lecomte avec Clavier. Oui, c'est ça. C'est sur la fête qui des s'appelle voisins. Une heure de tranquillité. C'est ça. Ouais. C'est celui-là. Ah, c'est un film sur la fête des voisins. C'est un film sur la fête des voisins. C'est qu'en gros, Clavier rentre chez lui avec un album et il veut l'écouter tranquillement, sauf que ce jour-là, c'est la fête des voisins. Il y a tous les voisins qui l'emmerdent. Ça fait Et puis, penser voilà. à une fois où on était à La Baule, toi et moi, et tu m'as dit « Ah, mais ce film, pourquoi pas, j'aimerais bien le voir. » Et du coup, quand j'avais rien à voir, j'étais allé le voir. Et c'était un film avec Didier Bourdon dans un immeuble. C'était une catastrophe. Alors, si Moi, vous j'avais retrouvez dit ça. Ouais. Et en Ok. fait, tu m'as envoyé voir ce truc. Et c'était vraiment de la chute. Moi-même, je l'avais pas vu. Ah ouais, et finalement, tu l'avais pas vu. Moi-même, je l'avais pas vu. Et le dernier, Coluche Christian Clavier. Ah, attends, réfléchissons. Coluche Clavier. Christian Clavier.
Tu le Est-ce comprends qu'ils n'ont pas une scène dans le seul film mis en scène par Coluche, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine? Ah ouais, c'est possible ça. J'ai envie de faire confiance à Stéphane là-dessus. La réponse est non. Et clavier Coluche, c'est vrai, on aurait pu dire que c'était évident. Mais... Évidemment, en fait, d'après mes recherches, après, s'il y a des gens sur Twitter, il y a forcément quelqu'un sur Twitter qui va dire attends, parce qu'en fait, mais d'après mes recherches, c'est non. C'est marrant parce que je pensais à Papy fait de la résistance, mais en fait, pas du tout. Quoi. Non, il n'y a pas Coluche. Coluche, Bah non, pas du tout. Bon, mais ça aurait pu être le genre de film dans lequel il y aurait pu avoir Coluche et. Un télescopage, une scène même, ouais, bien sûr. En tout cas, bravo pour le téléfilm avec Samina Seri et Belmondo. Ouais, bravo. Belle performance. Bien Je joué. pas celui-là. Bien joué, Stéphane. Est-ce qu'il y a un duo qui vous a marqué plus qu'un autre dans l'histoire du cinéma, en allant même au-delà du cinéma français? Stéphane, pour toi, c'est quoi le duo qui symbolise le cinéma, l'histoire du cinéma? Alors, on a tendance à penser à Laurel et Hardy, tous ces duos-là, mais est-ce qu'il y a un duo comme ça pour lequel tu as une affection particulière ou un duo récurrent ou non dans l'histoire du cinéma? Enfin, oui et non. On parlait tout à l'heure de Pierre Richard et de Depardieu. J'ai trouvé simplement frustrant que Francis Weber, après Les Fugitifs, qui est le 3e film de cette trilogie, et qui peut être le plus beau parce qu'il se passe quelque chose. Pierre Richard a passé la cinquantaine. Et là, dans le film, il y a quelque chose d'une réalité sociale qu'il n'y a pas dans les autres films de Weber, puisqu'il joue un type qui est chômeur et qui fait un hold-up pour avoir du fric pour nourrir la petite fille qu'il a, qui est autiste. Et donc, il y a quelque chose de presque de Chaplinesque qui entre dans le film. Je trouve le film vraiment sur un fil de funambule entre vraiment l'émotion et puis la drôlerie et l'invention et les dialogues de Weber. Puis les deux, évidemment, ensemble. Et j'aurais aimé voir ce duo se prolonger encore au moins de 2 films, qu'on les suive, qu'on voit l'évolution aussi. Tout comme c'est une frustration, c'est pas un duo, c'est un quatuor, et qu'Yves Robert n'a jamais pu faire le fameux 3e film, le 3e éléphant qu'il rêvait de faire, qu'on retrouve les copains à un autre âge de leur vie. Ils ont vieilli, ils ont un autre rapport à la vie, aux femmes, etc., au monde qui les entoure, etc. Bon, voilà, ça n'aura pas existé. Aurélien, est-ce qu'il y a un duo comme ça, toi, que tu apprécies particulièrement au cinéma? Bah moi j'avoue j'étais méga fan de Pierre Richard quand j'étais petit et donc La Chèvre, enfin ce duo là, les duos français en général ça m'a plus marqué au début que les duos américains ou internationaux. Pareil pour De Funès et Bourvil dont on a parlé. Surtout le corneau, tu vois, tout le monde parle de La Grande Vadrouille, moi c'était le corneau, je l'avais en boucle dans ma tête, c'était un truc de fou. Après en américain, je sais pas, je dirais potentiellement, non j'ai aucune idée. Hein. Oui, un duo que j'aime bien, c'est alors on l'a pas vu souvent ensemble, mais c'est John Candy et Steve Martin dans Planes, Ah ouais c'est vrai. Trains and Automobiles. C'est vrai que ça marchait super bien. Ouais, qui fonctionnait très bien comme duo. À ce côté un peu Je loser. vais dire Mel Gibson, Danny Glover. Oui, j'allais dire Oui, ça. bien sûr. bon. Oui, Je voulais L'Arme vous le Fatale. laisser, je m'étais Bah, dit quand bon. même. Alors, on va le voir bientôt, là, c'est parti. Ouais, ils vont faire un. Alors, est-ce que Les ça va se enfants, faire? là Parce que là, il disait qu'apparemment, au niveau rumeur, L'Arme Fatale 5, en plus avec Richard Donner à la réalisation, mais Richard Donner qui doit bien avoir 90 Il a ans. 120. Ouais, Moi, ça. j'étais à la fête pour ses 122 Mais ans. oui, c'est ça, il donc, doit avoir 91, 92. 90 ans, ouais. 90 ans, Richard Donner. Donc, pourquoi pas? En fait, j'avais lu une interview de Richard Donner qui disait que lui, ce qu'il voulait faire comme film, c'était un film qui débutait dans une caravane, comme ça, dans un coin un peu perdu aux États-Unis. Et on voit Danny Glover et Mel Gibson, retraités de la police, en train de faire le tour du pays. Et puis, ils assistent comme ça à une sorte de braquage. Et puis, c'est là que l'histoire Ouais, mais recommence. si. Ouais, mais mais pourquoi pas? Faire un Écoute, sketch du SNL quoi. Moi, je suis Ouais. OK. Moi, de toute façon, je suis OK pour voir Oui, moi aussi. Glover, bien Gibson sûr. et Donner ensemble. Une Quoi pièce, qu'il une arrive. pièce. Quoi qu'il arrive, je suis OK. Et Joe Pesci. Et je me Ouais. suis aussi. Ah. Est venu le temps de vous livrer quelques infos croustillantes sur les valseuses. Stéphane, est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu raffoles des anecdotes savoureuses liées au cinéma? Uniquement en écoutant ce podcast. D'accord, ok, très bien. Alors Gérard Depardieu, alors jeune acteur, souhaitait par-dessus tout obtenir le rôle dans Les Valseuses. Il y voyait un moyen de faire démarrer sa carrière. Alors durant plusieurs jours, il s'est pointé dans le bureau de Bertrand Blier, chaque fois habillé différemment, tantôt en sage employé de bureau, tantôt en loupard, pour lui faire comprendre qu'il pouvait tout jouer. Une technique qui a fini par porter ses fruits. Voilà. À la base, Bertrand Blier souhaitait un acteur petit pour jouer aux côtés de Gérard Depardieu. Cette fois, c'est Patrick Devers qui voulait absolument le rôle, mais Blier n'y croyait pas vraiment. Il ne remettait pas en doute le talent de Devers, mais dans son esprit, il imaginait plutôt un Coluche ou alors un Francis Huster afin de créer à l'écran une rupture avec le personnage de Depardieu et son imposante silhouette. Devers est revenu plusieurs fois à la charge avant d'arriver un jour passablement énervé dans le bureau de Blier et de lui dire « Bon, écoute, tu commences à m'emmerder maintenant, si tu veux un petit, j'aurais qu'à me baisser un peu. » Et puis voilà, ça a fonctionné, quoi. Je me mettrais un peu en dessous l'épaule de Depardieu à chaque fois.
Il a fait une démonstration et finalement Blier a décidé de lui donner sa chance. Donc si vous êtes attentif, vous remarquerez que Devers se place toujours un peu en dessous de l'épaule de Depardieu pour que ça fonctionne à l'écran. Anecdote amusante maintenant, sur le tournage, le duo Depardieu-Devers était infernal et difficile à gérer. Lorsqu'avant de tourner, Blier criait « partez » au lieu de dire « action », Depardieu et Devers partaient tout simplement. Ils partaient, ils couraient, ils allaient un peu plus loin et ils revenaient 15-20 minutes après. Donc c'est un peu relou pour un réalisateur. Voilà. Après, il a arrêté de dire « partez ». Patrick Devers a dit quelque chose que je trouve formidable à Bertrand Blier avant le tournage. Il lui a dit « Comme il y a de grandes chances que Miu Miu et moi on tombe amoureux durant le tournage, on a décidé de commencer avant. Voilà, je voulais donc te dire qu'on était ensemble. » C'est ce qu'il a dit à Blier avant de débuter. C'est bon ça. Est-ce que Miu Miu elle était au courant par contre? J'espère. Il y a dans le film une scène assez dure à observer, celle d'un viol tout simplement, on en parlait tout à l'heure avec Guillaume, commis par les personnages de Depardieu et Devers sur celui incarné par Brigitte Fossé dans un train. Une scène qui a été difficile à tourner pour elle puisqu'elle a été prise de vertige au moment de se retrouver au milieu des deux acteurs. Cette scène occasionna également un drame dans sa famille puisque son père ne lui pardonna jamais d'avoir accepté de jouer dans cette séquence. Wow. Voilà, c'est assez fou. Ouais. Et enfin, ce trio Depardieu, Devers et Miu Miu, on aurait pu le retrouver dans un film de Sergio Leone qui était fan des valseuses. Finalement, seul Miu Miu accepta de jouer dans ce fameux western intitulé Un génie, deux associés, une cloche. On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Alors Stéphane, première question, le dernier film que tu as vu au cinéma? Dans le contexte, c'est quand même une question assez perverse. Ouais, on la pose depuis un certain temps et là, ça commence à devenir problématique. Non, j'ai un camarade et voisin qui s'appelle Christophe Baratier et qui m'a invité à une projection d'un film qu'il a tourné, qui est très beau, qui est un film sur les émotions de l'enfance, qui est le 3e volet des souvenirs d'enfance de Pagnol, qui s'appelle Le Temps des secrets, voilà, que j'ai vu en janvier ou février. Voilà, et qui en fait qui est le prolongement, le 3e volet de ce qu'Yves Robert avait commencé à tourner dans les années 90. Avec de nouveaux comédiens, dont un François de Maison. François-Xavier de Maison. François-Xavier, voilà, chercher le 2e prénom, qui est absolument ébouriffant. Le dernier film que tu as vu via une plateforme? Je pense que c'est le film de George Clooney, qui s'appelle The Midnight Sky, Minuit dans l'univers. Voilà, qui, en partie pour la musique d'Alexandre Desplat, que j'aime beaucoup, qui prolonge sa collaboration avec George Clooney. J'ai trouvé le film vraiment intéressant, très beau plastiquement, et un poil inerte dramatiquement, voilà, mais d'une certaine ambition en tout cas. D'ailleurs, j'en profite pour saluer mon ami Jean-François Huard qui a travaillé sur le film et qui s'est occupé des effets visuels de ce film-là. Je sais qu'il nous écoute. La dernière série que tu as regardée? Alors là, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être l'Hibernatus des séries parce que c'est une série qui a déjà 5 ou 6 ans, c'est que j'ai revu le Rosemary's Baby de Polanski avec il y a une semaine, ça m'a donné envie de voir la mini-série tournée il y a 5 ans, qui est adaptation du roman original d'Ira Levin par James Wong et réalisé par Agnieszka Holland, voilà, avec Zoé Saltana, et tourné à Paris, et qui a des bons aspects, tout n'est pas raté, mais malheureusement tout ce qui était, disons, sous-entendu ou hors champ dans le film de Polanski, tout ce qu'on pouvait imaginer, là est absolument montré, surligné, j'allais même dire stabilo-bossé. Ok, d'accord. La dernière chanson que tu as écoutée? C'est pas une chanson, c'est une relecture d'un thème de Morricone, puisque là on a commencé l'élaboration d'un 2e coffret sur Morricone, donc un volume 2 du coffret Somme d'il y a 2 ans. Et on a un artiste actuel, contemporain, électro, qui s'appelle Chassol, qui nous a fait une relecture d'un thème secondaire, mais qu'il adore, qu'il vénère, de Il était une fois la Révolution. Le dernier objet culturel que tu as acheté, Stéphane? Alors là, pardon de radoter, mais pour ce fameux 2e coffret Morricone, là, je suis en train actuellement de m'occuper du rédactionnel. Et donc, par la force des choses, j'ai plus le maestro à Rome. J'aurais été ravi de pouvoir aller le voir à nouveau et l'interroger sur les films qui sont dans ce coffret, les bandes originales qui sont dans ce coffret. Donc, du coup, je remplace Morricone par des entretiens avec des cinéastes, et donc avec lesquels il a travaillé. Donc, je suis en train de faire ces entretiens en ce moment. Et donc, du coup, je suis obligé de revoir les films. Donc, il y a plusieurs films que j'ai pas réussi à trouver.
sur des plateformes, donc je les ai achetés. Voilà. Comme quoi, par exemple? Donc il y a notamment, j'ai revu U-Turn d'Oliver Stone. Ok. C'est lui qui fait la musique. Ouais, mais et quelque part, finalement, avant que Morricone travaille lui-même avec Tarantino, finalement, il y a quelque chose qui annonce par l'âpreté du film, la noirceur des personnages et ce côté absurde et presque comme un film, un truc de théâtre de l'absurde, mais en plein air, dans cette ville paumée. Donc il y a U-Turn. J'ai fait un entretien avec John Boorman pour le deuxième Exorciste. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, et donc, elle est folle cette musique en plus. Musique folle, film étrange. Je sais pas, vous l'aimez vous? Moins que le premier forcément, mais truc quand même. Ouais, mais je trouve qu'il est intéressant parce que je trouve qu'il est vraiment, déjà il est très différent du premier déjà, et ça permet de prolonger l'expérience de ce qui est devenu du coup une franchise. Et je sais pas, moi j'ai trouvé ça intéressant. C'était une autre lecture en fait. Ouais. Je trouve le film vraiment très très complètement cohérent, sauf la fin, où il y a une espèce de fin grandiloquente avec la maison. Il retourne dans la maison du film original, le décor s'écroule. Enfin, c'est un tout petit quelque chose qui est dépareillé par rapport à la construction et l'esprit du reste du film. Et le dernier film que j'ai acheté, c'était une galère pour le trouver, c'est un import polonais d'un film de William Friedkin de la fin des années 80, qui est la seule collaboration Friedkin-Morricone. C'est une musique dont Morricone était très fier parce que souvent il la jouait en concert. C'est un film complètement oublié aujourd'hui, qui est tombé dans les oubliettes de la mémoire, qui s'appelle Rampage, le sang du châtiment. Voilà. Et voilà. J'ignorais qu'il y avait une collaboration Friedkin-Morricone. Ouais. D'ailleurs, c'est très très troublant parce que dans la maquette du livret, on va voir John Boorman qui va être à côté de William Friedkin, sachant que Morricone, qui n'a pas fait le premier Exorciste, a fait le deuxième, quoi. Et sachant que Friedkin a détesté le film de Boorman, qui trouvait beaucoup trop intériorisé, pas suffisamment spectaculaire de son point de vue. Et enfin, le dernier artiste que tu as scrollé sur Insta ou Twitter, est-ce que tu as des comptes déjà? D'ailleurs, est-ce que c'est toi qui es derrière le compte Écouter le cinéma sur Instagram? Alors, on a deux charmantes camarades chez Universal, Charlotte Rémolleux et Julie Bonal, qui s'occupent vraiment, et je les salue avec une patience d'ange d'animer, de poster, de nourrir les différents, à la fois l'Instagram et le Facebook. Ça prend tellement de temps. J'ai toujours peur un tout petit peu de me faire attraper par les réseaux et par une vie parallèle sur les réseaux. Il y a tellement de choses à lire, à voir, à écouter. On est tombé dans ce piège tous autour de cette table. Vous dire ça à vous, je sais. Mais cela dit, j'adore de temps en temps faire un saut sur justement, parce que c'est une belle rencontre à la collection. Parmi les choses qui sont arrivées, c'est que j'étais fasciné par le dessin, lui aussi tragique, d'un compositeur qui est mort à 36 ans, en plongée sous-marine, s'appelle François de Roubaix. Et je suis devenu ami en allant rencontrer un camarade de Roubaix, un camarade qui était très marqué par cette mort, qui était Pierre Richard. Et je suis devenu, grâce à de Roubaix, et des années après la mort de Roubaix, 20 ou 30 ans plus tard, ami avec Pierre Richard. Et j'adore Pierre, qui est un personnage poétique, et j'adore parfois aller sur ses réseaux sociaux, parce que c'est un mec qui est indigné. Quand on voit le personnage du clown qu'il est, du clown poétique, mais c'est quelqu'un qui a des vraies indignations aujourd'hui, il baisse pas les bras, il y a des tas de choses dans la société d'aujourd'hui, il gueule, etc. Et il y a quelques temps, quand il a entendu la musique du Grand Blond, avec une chaussure noire sur une pub. Oui, j'ai vu ça. McDonald's. Ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu du tout. Alors, il peut rien faire, il n'est pas l'ayant droit de la musique, ni le compositeur, ni l'éditeur de la musique. Donc, il a simplement posté en disant la musique du Grand Blond il a mis un post Insta et Facebook et Twitter aussi. La musique du Grand Blond sur une campagne pour une marque, pour une chaîne de fast-food, cela aurait-il été possible du vivant d'Yves Robert? Je me pose la question. 3 petits points. Et voilà. Prends ça, Vladimir. Aurélien qui est un grand fan de Pierre Richard. Tout à fait. Je suis un grand fan d'Yves Robert aussi. Et moi, ça m'a beaucoup accompagné quand j'étais petit. J'ai adoré le personnage. Et d'ailleurs, je crois que j'étais à une rencontre où tu étais avec Pierre Richard sur scène pour Télérama, pour le Ciné-Club. Oui, exact. Ouais, et c'était la première fois que je voyais Pierre Richard en vrai. Ça t'a fait quoi? Ça m'a fait un truc de fou en vrai. En plus, c'est l'inconnu du cinéma, donc tu sais pas qui ça va être. Ouais. Et en fait, la personne qui organisait m'avait dit, mais viens, ce soir, ça va vraiment être bien, je pense que ça va te plaire. Et là, je vois Pierre Richard qui arrive et j'ai failli pleurer en fait. J'avais toutes les histoires. En plus, il y avait une histoire qui était une histoire familiale de Pierre Richard. C'est que mon père, quand il était plus jeune, il prenait beaucoup l'avion dans les années 80. Et il m'a raconté souvent une histoire. C'était qu'une fois, il faisait beaucoup de voyages interrégions et il était à l'aéroport à Bordeaux.
Et il me dit, en rentrant, genre, je suis à l'aéroport, et là, j'entends un bordel, je sais pas, des bouteilles qui tombent, des trucs, et c'est un bordel. Et là, je me retourne, et qui je vois? Il y avait Pierre Richard et Gérard Depardieu, et il me dit, j'avais l'impression que c'était la chef, quoi. Ils étaient en train de s'embrouiller. Ce Pierre Richard, il avait fait tomber des bouteilles par terre, et Gérard, il fait, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fous encore, mon pauvre type, et tout. Il a regardé, il fait, mais ils sont en train de faire un film. Il fait, non, en fait, c'était pareil dans la vie, en fait, que le personnage est. Ça s'est mélangé avec les films, parce que je devais avoir 10 ans quand il m'a raconté ça, et pour le coup, c'était un personnage vivant dans mon histoire, Pierre Richard. D'ailleurs, ce qui est incroyable avec cet acteur, c'est que c'est un des rares acteurs français qui a donné son nom à une expression, parce que quand on dit t'as fait une Pierre Richard, ça existe avec un autre acteur de donner son nom à une expression comme ça, c'est assez fou. Non, je crois pas. Ah, donc c'est un quiz que j'ai entamé là. Moi, j'ai fait ce truc vraiment en 30 secondes, c'est que j'ai fait un truc complètement fou, c'est que quand j'ai dû l'interviewer sur De Roubaix, je lui ai fait un canular, alors que je le connaissais pas. Ce qui était une partie de poker, parce qu'il aurait pu me dire, mais c'est quoi ce truc, c'est complètement con, et puis il me raccrochait au nez, puis c'était fini, quoi. Et il y avait dans les années 50 une espèce de préfiguration de Jackie Sardou. Je sais pas si vous voyez Jackie Sardou. Il y avait une Jackie Sardou, mais en moins féminine, qui s'appelait Jeanne Sourzac. Ça, une espèce de clé de 12, et un peu vulgose, comme ça. Et donc, j'ai appelé Pierre Richard en disant, oui, bonjour, monsieur Pierre Richard, bonjour. Alors, prenant un accent de Béziers, je ne sais pas pourquoi. Je dis, voilà, je m'occupe de la collection Une trajectoire du cinéma chez Kalman Levy. Donc là, après le livre sur les frères Cohen, le Kubrick, on va essayer d'élargir. Donc, on prépare une biographie sur Jeanne Sourzac. Il y a un blanc, il me dit oui, d'accord, mais pourquoi est-ce que vous m'appelez? On essaye d'avoir des témoignages un peu de personnalité inattendue. On a pensé que voilà, c'est sympa d'avoir quelques mots de vous, pourquoi pas même une préface. Il dit oui, enfin, vous savez, je vois pas trop ce que je peux dire sur Jeanne Sourzac. Enfin, vous voyez bien que ça le saoulait complètement, il avait qu'une envie, c'est de raccrocher. Je lui dis oui, mais bien sûr, mais à travers vous, ce serait à la fois avoir un point de vue, également un regard, non pas sur la comédienne, mais aussi sur la femme. Il me dit, enfin, sur la femme, pourquoi sur la femme? Alors, je lui dis, écoutez, vous avez bien, excusez-moi, mais la fille de Jeanne Sourzac m'a donné accès aux archives personnelles de Jeanne Sourzac, à la BNF, ce qu'on appelle le fonds Sourzac, et donc j'ai trouvé des lettres de vous. Enfin, vous avez eu une aventure avec Jeanne Sourzac. Je dis, moi, avec Jeanne Sourzac? Mais vous plaisantez, jamais de la vie. Ah, mais j'ai quand même trouvé des lettres. À un moment donné, dans une lettre de 1962, vous dites... c'est une blague élaborée. Vous parlez d'un appartement que vous allez louer, vous parlez même d'un enfant. Dis-moi un enfant avec Jeanne Sourzac, mais vous plaisantez ou quoi? Ah bon, non, je veux pas ça dans votre livre. Je dis, oui, c'est un gros coup de poker. Ça, et finalement, quand je dis que c'était un canulos, il a énormément ri et on est devenus copains. Oui, d'accord. Je vois pas pourquoi je vous raconte ça n'a strictement aucun intérêt. C'était vraiment à qui tout double. C'est gros cette affaire. Merci Stéphane, c'était hyper intéressant de t'entendre parler de cinéma aujourd'hui. C'est la fin de cet épisode. Bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir Les Valseuses. Et si vous cherchez des idées de films, vous avez toujours le précieux outil Cinématcher dispo sur le site de We Love Cinéma. Merci à Tim et Ninon qui ont contribué à réaliser cet épisode. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines. Bye tout le monde.